Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est la rentrée d'iWeek en ce mardi 26 août 2025. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis Benjamin Vincent. Je suis entouré par une partie de l'équipe de retour de vacances. Elia Abitbol, Fabrice Neumann, Jenny Dounès. Salut les garçons. Salut mon capitaine, salut à toutes et tous. Salut son capitaine. Ravi de vous retrouver, beau et bronzé, pour donc ce 143e épisode d'iWeek, le podcast qui fête ses 12 ans maintenant déjà, hein, mine de rien, une histoire, une aventure commencée en 2013. Et quelle rentrée pour iWeek, puisque dans quelques instants, on va retrouver le journaliste le mieux informé au monde sur Apple et sur ses projets. C'est Mark Gurman de Bloomberg qui nous réserve une interview événement à 15 jours de la keynote iPhone, 15 jours probablement. Est-ce que vous êtes aussi excités que moi, les amis? On n'en peut plus. Oui. On n'en peut plus, on veut tout écouter, rien de on le veut dire. tout savoir. Bon, je vais rappeler que c'est la troisième fois que Mark Gurman nous fait l'amitié de passer une tête dans iWeek. On va pouvoir passer presque 3 quarts d'heure avec lui. Alors, on a travaillé collectivement sur l'interview. On a mis en commun toutes nos questions. Et puis, c'est moi qui vais me charger dans un instant de rejoindre Marc. Je vous promets d'être votre porte-parole le plus efficace possible, de rapporter un maximum d'infos. On se retrouve juste après pour un débrief. Ça vous va? Absolument. Allez, vas-y, prépare-toi. Allez, direction Los Angeles, où il nous attend Mark Gurman. C'est dans un instant dans iWeek. Bonjour Mark Gurman. Thanks for having me. Merci de m'accueillir. Comment vas-tu? Ça va très bien. Pleasure. Journaliste phare de Bloomberg, ex-9to5Mac, tu es considéré comme le journaliste le mieux informé au monde sur Apple et ses projets. Bienvenue dans iWeek. Je suis très heureux de te retrouver. C'est ta 3e participation et on va passer presque 3 quarts d'heure ensemble. Likewise, of course. My pleasure. Thanks for having me as always. Alors, merci d'être là, Marc, à un moment aussi crucial à la fois pour toi, en cette fin août 2025, et pour Apple, puisqu'on est à 15 jours probablement de la keynote de rentrée. Alors, est-ce que la date du 9 septembre, pour toi, fait le moindre doute? I think it'll be that Je week. pense que ce sera cette semaine-là, mais ça pourrait être un peu fluide. J'imaginerais que ce sera entre le 8 septembre et le 10 septembre. OK. Mais la sortie même du téléphone devrait avoir lieu la semaine suivante, le 19 septembre. Tout ce que j'entends indique cette date. Et donc, le calendrier habituel, n'est-ce pas? À quelques jours près. OK, d'accord. Donc, généralement, c'est un mardi. Donc, le 9e est le mardi de la semaine, n'est-ce pas? 9th is the two. Le 9 correspond au mardi cette semaine, mais parfois ils choisissent le mercredi. Parfois, il y a des événements. L'année dernière, ils avaient choisi le lundi à cause de l'élection présidentielle aux États-Unis. Nous avions des débats ce mardi-là. Ils essayaient donc de s'éloigner du débat. Mais oui, à quelques jours près, dans la 2e semaine de septembre. Alors, dans Power On de ce dimanche, ta newsletter absolument incontournable à laquelle je vous recommande tous très vivement de vous abonner, tu expliques qu'Apple entre dans une période de grand bouleversement pour l'iPhone qui est planifiée sur 3 ans. Qu'est-ce qui t'excite le plus dans cette remise en question, enfin, de l'iPhone tel que on le connaît tous depuis l'iPhone 10? Yeah, for me. Oui, pour moi personnellement, tout tourne autour du pliable. J'utilise les pliables de Samsung depuis plusieurs années et j'ai passé un temps considérable dessus. I've used. Moi, j'ai utilisé le Google Fold, certains des téléphones pliables chinois, et je pense que le format est tellement meilleur que le style barre de chocolat auquel nous nous sommes habitués avec l'iPhone au cours des 15 dernières années environ. Et vous savez, cela a vraiment lancé une révolution, un nouvel ensemble de paradigmes d'interface utilisateur. Je pense vraiment que les pliables sont le prochain truc majeur parce que vous pouvez faire tellement plus sur cet écran de 7 pouces, 8 pouces, tout en le repliant pour plus de portabilité ou de capacité à le mettre dans un sac ou un sac à main ou autre. Donc, je suis définitivement à fond sur les pliables. Je pense que c'est un format exceptionnel. La qualité vidéo, la productivité supplémentaire, la véritable capacité de faire du clavier et des emails. Je pense que cela va être tellement plus efficace avec cet écran plus grand, surtout dans un univers où vous allez probablement décharger certaines choses vers des appareils d'IA, que ce soit des AirPods avec des caméras, que ce soit des lunettes de réalité augmentée ou des lunettes d'IA ou d'autres formats. Je pense que le fait d'avoir ce produit central dans votre vie
qui devient encore plus puissant, devient encore plus critique à mesure que de plus en plus de choses se déplacent hors de l'écran. Donc je pense que le pliable va certainement être pour moi et pour vous et d'autres personnes très ancré dans l'écosystème Apple. Je pense que ça va être tout simplement incroyable. Alors, on va reparler du calendrier, mais déjà, cette génération chez Samsung, les débuts avaient été vraiment difficiles, mais la technologie maintenant est à maturité. À quoi est-ce que cet iPhone pliant va ressembler selon toi? Et est-ce qu'on ne risque pas d'être seulement face à l'équivalent en iPhone de ce que Samsung propose déjà depuis plusieurs années? Est-ce que le timing est certain, à savoir une annonce dans un an? Je pense certainement que nous allons obtenir essentiellement l'équivalent Apple de ce que Samsung fait déjà. Je pense que la 7e génération Samsung qu'ils viennent de lancer, ça il y a quelques semaines, c'est là qu'Apple se dirige en termes de format et d'épaisseur et de design, c'est certain. Il aura également une excellente charnière. Je pense que la charnière d'Apple sera un peu plus durable. Je pense que la durabilité globale du téléphone a atteint un bon niveau avec Samsung en termes de résistance à la poussière, en termes de résistance à l'eau, ce qui est évidemment plus délicat sur un pliable. Donc je pense que nous allons obtenir cela d'Apple aussi. Le pli va être considérablement réduit sur les versions d'Apple. Mais je m'attends également à ce que la version de Samsung, l'année prochaine, ait également un pli assez réduit. Donc vous allez voir beaucoup de parité entre les unités d'Apple et de Samsung. Mais bien sûr, il y a une grande différence, du moins aux États-Unis et dans de nombreuses parties de l'Europe, y compris la France, entre la marque Apple et la marque Samsung. Je pense que la commercialisation d'Apple est bien meilleure que celle de Samsung. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ce format pliable. Ils l'ont vu sur Samsung, ils l'ont vu sur Google et ils l'aiment vraiment. Mais ils veulent juste cela avec iMessage et FaceTime, les services Apple et iOS. Et cela va être la réponse à cela. Donc ce téléphone pliable d'Apple ne va pas dépasser la concurrence en fait. D'une certaine manière, il va être inférieur à la concurrence à cause de sa technologie de modem. Il aura un modem interne Apple au lieu de Qualcomm à cause de l'écran. Il va probablement être un peu plus petit que sur les appareils Google et Samsung, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc très peu de différenciation dans la direction positive. Mais encore une fois, vous parlez de branding, de commercialisation et d'être au cœur de l'écosystème iOS. Et donc je pense que pour beaucoup de gens, ils ne se soucient pas nécessairement des spécifications. Ils veulent juste que ce soit iOS. Et au fil du temps, Apple y parviendra en termes de taille d'écran et d'autres formats également. J'imagine qu'éventuellement, ils vont avoir 2 tailles de pliables différentes, n'est-ce pas? Ils vont avoir un pliable de taille standard qui, je pense, est celui qui sort l'année prochaine. Et puis plus tard, ils auront l'iPhone pliable de plus grande taille, un peu quand ils ont lancé l'iPhone X en 2007. Si vous vous souvenez, ils avaient également déjà à ce moment-là les téléphones de taille plus. Et donc, aux côtés de l'iPhone X, ils avaient l'iPhone 8 Plus et l'iPhone X. L'iPhone X avait techniquement un écran plus grand, mais l'appareil global, n'est-ce pas, le 8 Plus, était un plus grand téléphone. Et puis l'année suivante, ils ont fait le XS Max. Et donc, ils avaient les 2 tailles. Tout comme aujourd'hui, vous avez l'iPhone Pro de taille régulière et ensuite le Pro Max. Probablement que vous aurez un iPhone pliable de taille régulière ou un iPhone Ultra. Et ensuite une version Max aussi avec cet écran plus grand à l'extérieur et à l'intérieur. Vous verrez donc une longue feuille de route de téléphones pliables d'Apple. Vous savez, les téléphones pliables ne se vendent pas aussi bien que les téléphones Pro, mais je pense qu'au prix que les clients d'Apple sont prêts à accepter, vous obtiendrez un meilleur facteur de forme. Vous allez probablement obtenir un prix plus élevé, mais je pense que les gens seront prêts à faire cet effort. Et donc inférieur, mais quand même plus cher. Je veux dire, c'est Apple, n'est-ce pas? Donc, je pense que, vous savez, inférieur en termes de taille d'écran, à l'intérieur et à l'extérieur. Je pense que le Samsung va avoir un écran un peu plus grand à l'extérieur, un peu plus grand à l'intérieur, mais vous payez pour faire partie de l'écosystème Apple, le design, la finition, le polissage, le logiciel, les services. Être dans cet écosystème Apple, c'est la prime que les clients d'Apple ont toujours payée. Et je ne vois pas cela ralentir de sitôt. Est-ce que tu dis pliable ou pliant pour les iPhones et pour les smartphones en général? Dis-je pliant ou pliable? Je dis pliable. Je sais que certaines personnes disent pliant. J'ai toujours dit pliable. OK. OK. On va revenir à la prochaine keynote et aux prochains iPhones, dont le premier iPhone Air. Est-ce qu'Apple a été tenté de changer la manière de numéroter les iPhones comme elle l'a fait à la WWDC pour les OS, avec par exemple ce qui devait être iOS 19 qui s'appelle finalement iOS 26? Est-ce que tu crois que l'iPhone 17 pourrait s'appeler l'iPhone 26?
C'est une bonne question. Je pense que pour répondre à la première partie de votre question, il y a un désir de changement de nom. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au marketing d'Apple qui pensent que peut-être cette convention de nommage est dépassée, peut-être qu'ils pourraient essayer quelque chose de différent. Ils ont changé la façon dont ils structurent le nommage des logiciels comme pour iOS 26, iOS 27, 28, etc. et l'ont unifié à travers les systèmes d'exploitation. Puis quand ils ont lancé le dernier iPad, ils ont également changé un peu la convention de nommage là-bas. Donc ils ont le nom du produit comme iPad Pro, puis ils ont le nom de la puce, entre parenthèses. Donc c'est l'iPad Pro M4, il y aura l'iPad Pro M5, etc. Et je pense qu'ils font quelque chose de similaire avec le Mac aussi. Mais à cause de la façon dont les téléphones sont vendus dans les magasins de téléphonie, parce qu'ils sortent de nouveaux modèles sur une base annuelle, parce que les renouvellements de téléphones ne sont pas nécessairement liés à la puce, il se trouve juste avoir de nouvelles puces dans le cadre du renouvellement continu. Tandis que sur le Mac et l'iPad, c'est essentiellement juste parfois un renouvellement de puces. Je ne les vois pas, du moins pour l'instant, s'éloigner de cette convention de nommage, n'est-ce pas? Je pense que la convention de nommage 17, 18 est là pour rester au moins pour les 2 prochaines années. C'est juste la façon dont ces téléphones sont vendus, la façon dont les opérations sont gérées. Il est trop difficile pour quelque chose en telle production de masse de s'éloigner du système de nommage actuel. Vous avez les fabricants de coques, les fabricants d'accessoires. Cela va juste être difficile. Il y a donc beaucoup plus de considérations qui entrent en jeu avec un téléphone qu'avec un iPad, un Mac ou les systèmes d'exploitation logicielle. Mais je pense que vous avez raison, il y aura un changement de nom éventuellement. La grande question, est-ce qu'ils abandonneront les numéros? Est-ce qu'ils le changeront pour l'année? L'autre question est-ce qu'ils changent le numéro comme l'a fait Samsung? Je devinerais, c'est juste une supposition, qu'ils vont probablement sauter l'iPhone 19. Et après les 18 et l'Ultra l'année prochaine, ils passeront juste à l'iPhone 20 pour marquer le 20e anniversaire en 2027, un peu comme ils ont sauté le 9 en 2017 et sont passés directement à l'iPhone X en 2017. Ce serait ma supposition, mais peut-être qu'ils trouveront quelque chose de mieux. Ouais, très intéressant. L'iPhone 16 Plus va donc céder la place à l'iPhone 17R. Alors, on se souvient de l'échec relatif des iPhone mini. Maintenant, c'est l'iPhone Plus qui disparaît. Quelle est la leçon à en tirer selon toi? Et est-ce que la réponse d'Apple avec l'iPhone 17R sera enfin couronnée de succès, à ton avis? Ouais, je pense que la leçon ici est qu'Apple, pour une raison quelconque, est désespéré d'avoir, à votre point, un 4e iPhone avec une variation différente. Et clairement, il y a une place pour le modèle de base. Clairement, il y a une place pour un modèle encore plus basique avec la ligne E, n'est-ce pas? Clairement, il y a une place pour 2 modèles Pro de tailles différentes. Clairement, il y a une place pour, vous savez, un téléphone pliable, mais Apple semble croire qu'il y a une place pour une autre variation de téléphone. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas vu cela se vendre très bien. L'iPhone mini n'a pas été un succès commercial. L'iPhone Plus, ces générations de téléphones plus ces dernières années, n'ont pas été un succès commercial. Donc, ils ont essayé plus petit, ils ont essayé plus grand. Maintenant, ils essaient plus fin, n'est-ce pas? Je pense que cela va être fortement commercialisé. Ça va être plutôt cool. Certaines personnes vont aimer. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a trop d'inconvénients. La technologie de la caméra là-dessus va être inférieure à celle du reste de la gamme d'iPhone, même du modèle de base d'iPhone, n'est-ce pas? La batterie va être très inférieure à celle du modèle de base d'iPhone et des iPhone Pro. Et donc, cela va être un inconvénient pour beaucoup de gens. Et donc, personnellement, je ne prévois pas que l'iPhone Air soit une chose à long terme non plus. Je considère le téléphone Air comme une étape intermédiaire. Les technologies qu'il contient vont permettre des iPhone Pro plus fins à l'avenir, ainsi qu'un iPhone pliable. L'iPhone pliable sera comme 2 iPhone 17R côte à côte, donc un peu plus fin, peut-être 1 ou 2 mm en moins. Je pense qu'il y aura des cas d'utilisation intéressants, mais je ne le vois pas comme un succès retentissant, surtout pour le prix, probablement entre 900 et 1000 $. Ce ne sera pas aussi pratique que d'économiser quelques centaines de dollars et d'opter pour une marque un peu moins haut de gamme, pas en termes de performance, mais en dépensant quelques centaines de dollars de plus pour quelque chose de bien meilleur. La question est, les gens sont-ils prêts à payer pour un téléphone moins bon, payer plus pour un téléphone moins bon juste parce qu'il est super élégant et fin? Et je pense que certaines personnes, oui.
Je pense qu'il se vendra bien dans certaines parties du monde, notamment en Chine, mais en même temps, je pense que ce ne sera pas un grand succès pour Apple et je ne pense pas qu'ils aient l'impression que ce sera le cas non plus. Je te sens pas très enthousiaste. J'ai hâte de l'essayer. J'ai hâte de le tenir dans ma main, mais j'ai hâte de ne pas l'acheter. Donc ça va être cool, mais je ne pense pas que ce sera un grand succès commercial. Tu sais, Samsung a lancé leur S25 Edge il y a quelques mois et ça n'a pas très bien marché non plus. La plupart des consommateurs se dirigent vers la série principale 25 parce que le 25 Edge est cool et tout. Il est très fin, mais la durée de vie de la batterie et les spécifications sont assez médiocres par rapport à ce que tu obtiens pour un téléphone qui est même moins cher. Alors, question de Fabrice Neumann, hein, qui a relevé qu'Apple a déposé un brevet pour un appareil électronique avec 6 faces en verre, un iPhone tout en verre. Est-ce que ça pourrait coïncider avec l'iPhone du 20e anniversaire? L'iPhone du 20e anniversaire est appelé le Glasswing en interne. Il utilise beaucoup de verres courbés. Je ne sais pas si ce brevet est équivalent à ce qu'Apple va lancer dans 2 ans, mais ça va être un facteur de forme redessiné. Je suppose que la grande question est... Si tu achètes le téléphone pliable l'année prochaine, quel téléphone vas-tu prendre l'année suivante? Vas-tu rester avec les pliables ou vas-tu opter pour ce téléphone du 20e anniversaire? Ce sera donc un dilemme amusant pour les plus fidèles des fidèles d'Apple. Pour ma part, je vais probablement rester avec le pliable. J'aime vraiment le facteur de forme. OK. Alors, on savait qu'il y avait déjà de très gros écarts de prix d'un produit à l'autre pour les produits Apple à cause des droits de douane. C'est aux US qu'ils étaient souvent les moins chers. Est-ce que tu crois que cette période est terminée? Est-ce que les Américains ne vont pas finir par venir acheter leurs iPhones en Europe, et notamment en France, avec les nouveaux droits de douane de l'administration Trump? Tu sais que je pense qu'à un degré assez significatif, les préoccupations concernant l'augmentation des prix de l'iPhone ont été exagérées. Je pense que beaucoup de ces préoccupations proviennent de personnes qui mentent au marché sur la façon dont Apple va devoir déplacer la production d'iPhone ou l'assemblage final aux États-Unis, n'est-ce pas? Ce qui, évidemment, entraînerait des coûts supplémentaires, car il est beaucoup plus cher de produire des articles aux États-Unis que de le faire en Asie, à l'étranger, et de les expédier. Donc je pense que les augmentations de prix seront, selon la personne, assez négligeables. Si tu achètes les téléphones avec des plans de paiement, cela sera essentiellement absorbé par le coût du paiement mensuel. J'imagine que les augmentations de prix vont se situer entre $50 et $200 au maximum. Je pense que cette idée que les iPhones vont commencer à coûter $500 de plus, $1000 de plus, $300 de plus, je ne pense pas que ce soit le cas et je ne m'attendrai pas à un afflux de personnes voyageant à l'international pour essayer d'économiser de l'argent parce que je pense que si Apple augmente les prix aux États-Unis, tu pourrais voir quelques changements marginaux à l'international également. Mais je ne dirais pas que les augmentations de prix à un degré gigantesque, comme je l'ai dit il y a une minute, sont une certitude. Je pense qu'elles vont être du côté le plus mince. Et si tu prends en compte ce que cela signifie pour les plans de paiement, je me risquerais à dire que les changements de paiement mensuels seront entre 3 et 12 par mois, selon l'appareil, selon la capacité de stockage, selon la configuration, la taille de l'écran, etc. Donc, tu sais, pour beaucoup de gens, ce sera un paiement plus important. Mais je pense que la plupart des gens qui sont déjà prêts à dépenser $1000, $1200, $1300, $100 américains de plus pour un téléphone, je pense que cela va être assez marginal et peut-être même négligeable. OK, Marc. Alors, on va revenir à la keynote de septembre, hein. Qui dit keynote dit Apple Watch, mais pas seulement. Qu'est-ce que tu attends d'autre? Peut-être le 9 septembre, des AirPods Pro 3, un nouvel Apple TV. Est-ce que le Vision Pro upgradé pourrait être annoncé à la prochaine keynote? Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent cet automne en plus des téléphones. Vous verrez les nouvelles Apple Watch. Et pour répondre à votre question, je pense que les mises à jour les plus marquantes seront sur l'Apple Watch SE. Je pense qu'elles viendront maintenant en plusieurs variations d'écran, donc cela élargit le portefeuille de montres d'entrée de gamme. L'Apple Watch Ultra aura un nouvel écran pour correspondre à l'écran et au chipset de l'Apple Watch Series 10, obtenant cette petite mise à niveau. Je ne prévois pas de changement significatif sur l'Apple Watch Series 11, parce que l'année dernière, vous savez, extérieurement, cela ne ressemble pas à un grand bouleversement. Mais en interne,
Cette chose a été considérée comme un moment iPhone X pour l'Apple Watch ou un moment Watch X, pour ainsi dire. Quelques autres choses dans le pipeline pour cette année. Il y a le rafraîchissement du HomePod mini avec un nouveau chipset. Apple TV, nouveau chipset. De nouveaux AirPods Pro arrivent. J'ai écrit il y a plusieurs mois qu'ils travaillent sur une nouvelle paire avec surveillance de la fréquence cardiaque, comme les Beats, les nouveaux Power Beats 2. Il y a aussi, pas cette année, dans plusieurs mois, les AirPods Pro avec caméra, dans une ou deux générations ou deux, au profit de l'IA. Ensuite, le rafraîchissement du Vision Pro avec le nouveau processeur et la nouvelle sangle, ainsi qu'un moteur neuronal amélioré pour plus de tâches d'IA et d'intelligence artificielle en temps réel. Donc, il y a beaucoup de choses à venir. Et ensuite, vous entrez dans l'année prochaine. iPhone 17. iPhone 17. Au fait, cette année, il y a aussi l'iPad Pro M5, mais l'année prochaine, vous avez l'iPhone 17e, vous avez le M5 Pro et Max, les MacBook Pro, vous avez le moniteur externe, Mac, le premier rafraîchissement du moniteur externe, Mac en 3 à 4 ans. Donc, les prochains mois sont assez chargés. Et ensuite, vous entrez dans le pipeline pour la fin de 26. À travers 27 et 28, il y a beaucoup de choses. La seule chose dont nous n'avons pas parlé est le HomePod avec un écran qui arrive dans la première moitié de l'année prochaine. Ce n'est pas très grand, vous savez, c'est comme un écran carré de 6 à 7 pouces, mais c'est une interface très cool. Vous vous approchez, cela change en fonction de la personne qui s'en approche, contrôle des choses comme votre thermostat, votre maison intelligente, la vidéoconférence et ce genre de choses. Je pense que ce sera un joli petit gadget qui prépare le terrain pour plus à l'avenir. Ce HomePod avec un écran, est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi le Apple Hub? Yes, oui, c'est le même produit. Yeah. Oui, HomePod avec un écran, HomePad, affichage intelligent, peu importe comment vous voulez l'appeler. Cela prépare le terrain pour une gamme de nouveaux appareils Apple Home. Il y aura des caméras de sécurité Apple Home qui rivaliseront avec Amazon Ring et Google Nest, Roku et Blink, et vous nommez-le. Il y aura un nouvel écosystème de sécurité domestique, logiciel matériel. Ils travaillent à améliorer les sonnettes HomeKit. Il y a le système de vidéoconférence qui sera dans les affichages intelligents. Vous pourrez les mettre sur votre mur où il y aura un support de bureau. Et puis l'autre chose est le dispositif de robotique de table, qui est un affichage similaire à celui du HomePod avec un écran, mais cela sera sur un bras robotisé, donc il pourrait se déplacer dans l'espace. Et je pense que ce sera un produit assez cool, mais cela va prendre au moins, je dirais, 1 an et demi à 2 ans. Mais c'est quoi l'avantage, l'intérêt d'avoir en gros, un écran d'iPad au bout d'un bras robotisé? Le cas d'utilisation est ce qu'il peut vous suivre dans une pièce. Comme si vous faisiez quelque chose et que vous vouliez son attention, il peut se rapprocher de vous. C'est juste un mouvement d'IA cool dans l'espace, si vous voulez suivre autour de la pièce ou si vous êtes en appel FaceTime. Mais oui, pour vous dire la vérité, c'est juste comme, vous savez, Amazon a essayé cela il y a des années. Ils avaient un écho sur un actionneur robotique, mais il se déplaçait de gauche à droite. Le modèle d'Apple aura un mouvement à plein degré, donc il pourra aller haut, bas, de côté, tourner, pivoter, etc. Est-ce que c'est une innovation? Bien sûr. Est-ce que c'est un changement de jeu? Peut-être, mais est-ce que c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin? Peut-être pas, vous savez. Je ne pense pas qu'il y aura jamais un remplacement du moteur de vente pour Apple pour l'iPhone. L'iPhone restera toujours au centre. Il s'agit juste d'accumuler autant de petits paris autour de l'iPhone que possible. Vous savez, d'un point de vue commercial, le Vision Pro a été un échec. Donc, il s'agit de trouver certaines choses qui ne sont pas des échecs pour construire autour de la digue que représente le téléphone. Ok, donc je comprends que le Vision Pro, tu le vois comme un échec commercial relatif jusqu'à maintenant. C'est quoi l'avenir pour toi? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un vrai nouveau Vision Pro 2 ou d'un modèle qui serait vraiment moins cher face à l'offensive de Meta avec ses lunettes, face à Google et Samsung qui arrivent avec leur casque, le projet Muhan sous Android XR? Comment est-ce que tu vois la suite pour l'aventure Vision chez Apple? Eh bien, je pense que nous en sommes à un point où vous vous demandez, va-t-on seulement faire un nouveau Visio Pro? Le problème, est-ce que c'est juste un tel échec d'un point de vue commercial? Il y a quelques cas d'utilisation intéressants pour les entreprises. Je parlais à quelqu'un plus tôt aujourd'hui à propos des cas d'utilisation médicale, mais d'un point de vue consommateur, il n'y a tout simplement pas grand-chose à faire avec, aussi cool que cet appareil soit. Et vous savez, je l'adore quand je l'utilise, mais je n'aime pas le mettre et entrer dans le flux des choses. Et il y a très peu de vidéos immersives, comme nous en avons également parlé auparavant. L'accent est actuellement mis sur les lunettes intelligentes non AR, qui sortiront dans un an et demi. Cela va être un gros
problème qui va permettre à Apple de rivaliser avec Meta. Mais Apple est tellement en retard dans les lunettes intelligentes. C'est comme, peuvent-ils même rattraper leur retard à ce stade? Je pense, dans une certaine mesure, oui, parce qu'ils ont vraiment bloqué ce que les gens avec des lunettes intelligentes tierces peuvent faire dans l'écosystème de l'iPhone. Autre chose à noter est ce dispositif Vision moins cher et plus léger qui arrivera dans 2 ans. Voyons ce qui se passe avec ça, à quel point il sera plus capable et à quel point il sera plus léger. Et puis, je pense qu'ils partent de là. Donc, il s'agit de mettre ces lunettes sur le marché. Il s'agit de mettre ce Vision Pro Refresh sur le marché dans quelques semaines maintenant. Et ensuite, moi, il s'agit de voir ce dispositif Vision moins cher et plus léger dans 2 ans et de partir de là. Mais je pense que l'avenir d'un casque Vision Pro très haut de gamme, je pense que c'est très incertain. Et donc, la priorité chez Apple en ce moment, ce sont les lunettes plus qu'un Vision Pro 2? Je pense aux lunettes et au Vision, le casque Vision plus léger, ce sont les priorités en ce moment, et les AirPods avec des caméras. Alors, on va quand même dire un mot d'Apple Intelligence. Marc, tout le monde dit qu'Apple est en retard. Est-ce que c'est ton sentiment aussi à propos d'Apple Intelligence? Oui, bien sûr, ils étaient en retard. Ils avaient 2 ans de retard par rapport à tout le monde. Et Apple Intelligence, au moins ici aux États-Unis, ne fonctionne pas très bien. Les gens ne l'utilisent pas vraiment. C'est un gaspillage. Vous savez, ce que les gens veulent d'un assistant IA, c'est comme un Siri sur stéroïdes, et nous attendons certainement cela. Et vous savez que Siri va s'améliorer avec cette nouvelle version qui sortira en avril-mai de l'année prochaine, mais il va falloir un certain temps avant d'avoir ce genre d'assistant toujours actif comme copilote. Je pense que cela prendra au moins une autre année, 2 ans. Donc, ils ont encore pas mal de travail à faire ici. Est-ce qu'Apple, à ton avis, peut prendre ou reprendre l'avantage dans le domaine de l'IA sans un partenaire pour lui faire gagner plusieurs années d'un coup? Il y a OpenAI, le partenariat qu'on connaît autour de ChatGPT, mais on a parlé de Perplexity, de Mistral AI, et puis plus récemment d'un rapprochement entre Apple et Google autour de Gemini. Est-ce que tu y vois clair sur ce qui est en train de se jouer en ce moment? Toute l'entreprise est en jeu, si vous me demandez. Je veux dire, l'IA est l'avenir. Elle est là maintenant et Apple doit s'y engager pleinement. Ils ont besoin d'un partenariat majeur ou de partenariat ou d'une acquisition majeure pour remettre les choses sur les rails. Je crois qu'ils établiront des partenariats majeurs et qu'ils réaliseront des acquisitions majeures et cela les aidera à remettre les choses sur le bon chemin. Le problème, c'est que l'IA évolue à la vitesse de la lumière, donc ils doivent agir rapidement, sinon ils seront dépassés encore et encore comme une voiture de course. Ils sont dans une très mauvaise position en ce moment, mais leur écosystème est si fort que s'ils parviennent à faire fonctionner les choses, je pense qu'ils pourront rattraper leur retard dans quelques années assez rapidement. Je crois qu'ils vont s'associer avec Anthropic pour certaines parties du nouveau Siri et je pense qu'il y a une chance qu'ils s'associent avec Gemini pour certaines parties du nouveau Siri également. Ils ont examiné de très près Perplexity parce que j'ai écrit il y a quelques semaines qu'ils construisent un nouveau produit de recherche similaire à ChatGPT et je pense que posséder Perplexity, ils n'ont pas de modèle mais certaines de leurs technologies algorithmiques et une partie de leur personnel d'ingénierie pourraient constituer le noyau de la construction d'un moteur de recherche Apple pour soit concurrencer, soit remplacer Google. Et puis, je pense que l'autre qu'ils ont examiné de près, et pour revenir à ton point, Mistral, ce serait une acquisition très difficile à réaliser en raison des directives de l'Union européenne, mais peut-être qu'il y a un moyen. Je ne pense pas que quoi que ce soit imminent, mais certainement, ils ont examiné de très près à la fois Mistral et Perplexity. Ça, c'est vraiment intéressant. Quelle est l'étendue des dégâts chez Apple en interne à cause de cette dégradation de l'image d'Apple? Je ne pense pas que cela ait eu un impact si important ou que ce soit si grave. Je veux dire, pour être honnête, il y a beaucoup d'excitation autour du portefeuille de produits et de la pipeline. Donc, je pense que les gens sont assez concentrés là-dessus. Et il y a de l'optimisme, si vous buvez le Kool-Aid d'Apple, que s'ils établissent les bons partenariats et acquisitions, les choses vont s'améliorer. Mais ils doivent faire les bonnes acquisitions et partenariats pour que les choses s'améliorent. Est-ce que ce Mac à processeur d'iPhone dont on parle peut changer la donne dans l'industrie de l'informatique? Si Apple sort un ordinateur portable à $600, je pense que cela changerait la donne, mais je ne pense pas qu'ils vont sortir un ordinateur portable à $600. Peut-être que ce sera $800, peut-être que ce sera $700, mais vous savez, $500 à $600, je pense que je veux dire, si vous pensez au prix d'un iPad plus un clavier, je pense que c'est juste ultra agressif. Peut-être qu'ils le feront. Ce serait un énorme succès. Cela bouleverserait l'industrie des ordinateurs portables. Les écoles les achèteraient en gros. Ce serait un changement de donne, je pense, pour les entreprises aussi, dans une certaine mesure. Alors voyons s'ils le font. Je pense que ce sera très excitant. Je n'en achèterai pas un, mais il y a certainement beaucoup de gens qui le feraient. Ouais. On va terminer avec Tim Cook, Marc, qui aura 65 ans le 1er novembre.
En avril 2021, il avait dit qu'il ne resterait probablement pas 10 ans de plus chez Apple. Si tu devais parier $10 sur une date, laquelle choisirais-tu? In terms of being CEO, I think he'll be CEO until 2030. En ce qui concerne le poste de PDG, je pense qu'il sera PDG jusqu'en 2030. Maybe 2031. Maybe 2031. I think he would want the full 20 years. Je pense qu'il voudra les 20 années complètes. Est-ce que la réélection de Donald Trump a changé ses plans et retardé son départ? Did Donald Trump re-election change his plans and delay his retirement date plans? I don't think so. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que, vous savez, il a Bob Iger, Jamie Dimon comme exemple de pouvoir qui ne bouge pas. He has little else. Il n'a guère d'autre chose que, vous savez, Apple. Il est pleinement engagé. Je pense qu'il est vraiment en train de trouver son rythme en ce moment. Je veux dire, le portefeuille de produits et le pipeline vont être solides. Il doit faire face à la situation des tarifs. Je pense que cette situation d'intelligence artificielle est un défi. Je pense que trouver un avenir à long terme pour l'entreprise au-delà de l'iPhone est quelque chose sur lequel il va devoir travailler. Et il n'a pas non plus une série de successeurs évidents. Donc, je pense que vous allez voir l'entreprise se reconstruire autour de lui au cours des 5 à 7 prochaines années. Cela va être passionnant. À propos de la succession, Jeff Williams est parti, le CEO qui était numéro 2. Est-ce que John Ternus reste ton favori? Je ne sais pas s'il est mon préféré, mais je pense qu'il est ce sur quoi Apple finira par se poser. Je pense qu'ils ont peu d'autres choix et je ne pense pas qu'il serait un mauvais choix du tout. Tim Cook souhaite un recrutement en interne ou si c'était une femme? Une femme serait formidable, mais si vous regardez le vivier de cadres, vous avez Deirdre O'Brien, qui est vraiment la seule option féminine là-bas. Elle pourrait certainement le faire et je pense qu'elle serait une excellente PDG et extrêmement efficace. Merci infiniment, cher Mark Gurman, pour ce moment exceptionnel dans iWeek. Dans un instant, je vais retrouver toute l'équipe pour débriefer cette interview. Je te souhaite une très belle rentrée et on se réjouit déjà de t'accueillir à nouveau très bientôt dans iWeek. Salut Marc. Thank you. Let's keep in touch. Yes, sir. Thank you. Et voilà, c'est déjà fini. Ça passe trop vite avec Marc. Il a tellement de choses à dire. Toujours aussi bien informé. Hein. Je suis assez impressionné par sa connaissance globale d'Apple, de ce qui va arriver. J'ai été notamment étonné par, on va dire, une quasi-exhaustivité de sa vision du calendrier. Sur 2-3 ans, alors pas au mois près, mais il sait, grosso modo, quand tous les projets d'Apple vont sortir dans les 3 ans qui viennent, et c'est assez impressionnant. Alors, votre sentiment général d'abord sur ce moment avec Mark Gurman, Ellie, par rapport aussi aux 2 fois précédentes? Écoute, du pur Mark Gurman, hein. On peut pas dire autre chose, donc toujours maître de lui, connaissant tous ces sujets par cœur, et tu peux lui poser n'importe quelle question, il a une réponse. Et il a une bonne réponse, et une réponse intéressante en plus. Donc vraiment, je veux dire, on ne peut pas faire mieux pour parler d'Apple et des produits d'Apple que d'avoir Mark Gurman en face. Hein. C'est franchement... C'est sûr. Gilles, comment est-ce que tu l'as trouvé? Comment est-ce que tu as trouvé ces 40 minutes avec lui, grosso modo? Il est toujours aussi pro, à la fois amical. Je le dis chaque fois, les Américains dans ce qu'ils ont de meilleur. Mais je l'ai trouvé plus à l'aise, moins dans la retenue. Alors, est-ce que c'est lui qui a appris à avoir confiance? Ou est-ce que c'est nous qui avons appris à ne pas lui poser n'importe quelle question? Je ne déciderai pas. Mais en tout cas, les deux, mon camarade. C'était non, c'était un grand moment. Ouais. Fabrice, alors, comment est-ce que tu as vécu ce moment? Comment tu l'as senti? Comme mes camarades, c'est vrai que c'est très impressionnant de voir. On est impressionné par... alors, chaque fois, il sort des infos en avance, il connaît ça par cœur, mais justement, il connaît vraiment... c'est beau un professionnel, en fait, qui impliqué comme ça. Et quelle que soit la profession, c'est toujours pareil. Quand quelqu'un maîtrise un sujet sur le bout des doigts comme ça, parce que non seulement il a les dates des produits potentiellement qui vont arriver en tête, mais aussi
aussi les dates des produits précédents. À un moment, il te rappelle la date de tel produit et de l'iPhone 10S Max, et que c'est sorti telle année, etc. C'est assez monumental. Donc là, il est complètement dans son élément. C'est pour ça que c'est toujours un privilège d'avoir un moment avec quelqu'un comme ça, quoi, parce que on perd pas son temps quand même, franchement. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est du caviar et merci encore à Marc d'être revenu pour la 3e fois dans A-Week. Je le disais au début de l'interview, à un moment tellement important, tellement phare de l'année pour Apple et aussi pour lui, j'imagine, en termes d'activité, puisqu'on est à quelques jours de la keynote qui va officialiser les nouveaux iPhones. C'est le produit le plus important pour Apple. C'est la moitié du chiffre d'affaires annuel du groupe. Enfin, c'est un moment vraiment majeur avec tout ce qu'il a expliqué sur l'automne, hein, tous les produits à venir, fin 2025, aussi sur le début 2026. Il y a vraiment un calendrier très chargé qui attend Apple et qui attend Mark Gurman aussi. Alors, d'abord, la keynote. Je pensais avoir une réponse beaucoup plus franche. Oui, bien sûr, ce sera le 9 septembre. Et bien, c'est pas du tout évident, hein, la date du 9. Autour du, mais pas loin, dans la semaine en tout cas. Mais comme lui doit avoir l'invitation, hein, je peux te dire que... Ah ben non, lui, il n'est pas invité, dis donc. Enfin, il a peut-être le document, mais il n'est jamais invité à aller sur place. Crois-le. Ça fait des années qu'il n'est pas invité. À mon avis, comme d'habitude, il n'a pas voulu répandre les haricots, comment dire en anglais, mais il sait toujours qu'on est, c'est-à-dire pas voulu dévoiler la date, s'il la connaît, mais à mon avis, il y a aussi le fait qu'il sait qu'ils sont toujours à la merci d'un retard de dernière minute, et que donc, ça décalerait d'autant la date de la keynote, et du coup, le lancement créerait des frustrations, des glapissements de dépit, j'en passe, des meilleurs. Non, ouais, mais en tout cas, ce qu'il a dit, c'est que la date de livraison des produits, elle était sûre. Hein, donc 19 septembre. Oui, absolument. Donc la keynote, ça se joue entre le 8 et le 10, hein, c'est ce qu'il a dit. Oui. Il y a toujours ces 3 jours pour pouvoir commander. En tout cas, les produits seront commandables le vendredi d'avant et livrés le vendredi 19. C'est sûr. Alors, sûr et certain. Il rappelle que l'année dernière, ça avait lieu un lundi, mais c'était une année très particulière parce que c'était une année électorale. Il y avait un débat le mardi, un débat présidentiel, et donc Apple ne voulait pas être en compétition avec le débat, donc ils ont choisi d'avancer de 24 heures la keynote, qui avait donc eu lieu le lundi, mais c'était exceptionnel, on va dire une année normale, et c'est une année classique. Tout porte à croire que la keynote aura lieu le mardi. Et j'étais un peu étonné qu'ils ne le disent pas plus clairement. Ouais. Il ne peut pas l'annoncer avant Apple. Ça serait là. Non, mais sans l'annoncer, il pourrait avoir un sentiment en disant oui, je pense que ce sera le 9 parce que la logique veut que. Direct, ça m'a étonné. Tu vois, je me suis dit, ça commence bien, ça y est. Bon. J'espérais au moins avoir la confirmation officieuse de la date du 9. La phrase faisait rire aussi en même temps parce que tu disais, bon, est-ce que ce sera le 9 ? Il dit, non, ce sera entre le 8 et le 10. Alors... oui. C'est vrai. C'est vrai. Bon, alors, on a démarré par l'évocation de cette période de 3 ans dans laquelle Apple va entrer avec cette keynote, période de 3 ans pour l'iPhone, avec chaque année, en fait, un vrai nouveau modèle de rupture par rapport à ce qu'on connaît depuis l'iPhone 10. Donc, dans quelques jours, on va avoir la confirmation de l'iPhone Air. L'année prochaine, et c'est le moment qu'il attend le plus visiblement, on aura enfin l'iPhone, Fabrice. Pliant, voilà. Pliable. Et dans 2 ans, autrement dit, en 2027, on sera donc 20 ans après 2007, ce sera l'iPhone du 20e anniversaire qui pourrait être un modèle un peu fou, peut-être tout en vert. C'est une des questions qu'on a abordées avec Marc ensuite. Alors, on va prendre les sujets dans l'ordre. D'abord, l'iPhone 17R. Comment est-ce que vous l'avez senti sur ce nouvel iPhone ? Il a dit une phrase formidable. Il a dit j'ai hâte de le toucher, de le prendre en main et de ne pas l'acheter. Oui, c'est exactement ça. Ça fait mal, hein ? Alors ouais, mais parce que... Mais il n'a que des produits pro.
Non, mais c'est-à-dire il sous-entend, enfin, il l'a même expliqué que c'est pas un produit pour lui, comme tu dis, Elie, c'est-à-dire que, mais que il y a des gens qui seront prêts à payer plus cher, ou en tout cas le prix fort, pour avoir quelque chose de plus fin et de plus petit. Moi, je me mettrais dans cette catégorie-là, hein, pour ma petite vie personnelle. Moi Ça aussi. fait longtemps que je dis que l'iPhone, c'est trop grand pour moi. J'ai repris en main, j'ai changé la batterie. Je cherche, pendant que je vous parle, je ne sais plus où il est, un iPhone 12 mini. Oui. C'est un Oui. bonheur. C'est un bonheur. Et je connais des gens qui le voilà. regrettent, c'est Voilà. sûr. J'adorais Il le est là. mini aussi. Voilà, Oui. il est là. Alors, pourquoi je l'utilise pas? Il y a deux raisons pour lesquelles je l'utilise pas. Alors, il se trouve qu'il est un petit peu cassé, c'est-à-dire que l'appareil photo fonctionne une fois sur deux, c'est embêtant. Et puis, je l'ai utilisé dehors et l'écran manque un peu de luminosité. Donc ça, c'est un des progrès qu'on a vu sur les derniers modèles d'iPhone. Mais sinon, à prendre en main, ça fait 135 grammes. J'en rêve, si tu veux, d'avoir un. Voilà. Et l'iPhone 16, sinon classique que j'ai, c'est trop grand, quoi. Donc, un iPhone fin ou, et je mords sur le sujet d'après, un pliant, mais en format flip et pas fold, moi, je serais client, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, en l'ayant entendu, c'est qu'il achètera probablement un Pro ou un Pro Max de cette génération et de la suivante, mais qu'il continuera à utiliser un pliable ou pliant d'une autre marque tant qu'Apple n'aura pas sorti la sienne. Donc, je ne suis pas sûr qu'il téléphonera avec un iPhone Pro, mais il l'aura sur son bureau parce qu'il parle d'Apple dans son métier. Donc, il est normal qu'il teste les OS, etc. Mais dans sa vie personnelle, il a choisi le portable à tel point qu'il a dit que probablement, évidemment, il regardera avec grande curiosité l'iPhone des 20 ans, mais qu'il continuera à utiliser un pliant d'Apple, peut-être deuxième génération de celui-là, mais en tout cas, cet iPhone tout en vert, il va le regarder, peut-être qu'il l'achètera aussi, mais ce n'est pas celui qu'il utilisera tous les jours pour téléphoner. Gilles, ton sentiment, justement, alors, sur l'iPhone pliant, bon, Gurman, il est catégorique, hein, c'est pour l'an prochain, il n'y a plus d'hésitation. On a longtemps été hésitant sur quand est-ce qu'Apple sortira, etc. Là, enfin, selon lui, en tout cas, c'est pour dans un an. Voilà. Oui, c'est pour dans un an et c'est pour lui. Il avait des yeux qui brillaient quand il en parlait. Et c'est vraiment ce qu'il attend avec impatience. On ne lui souhaite pas, mais à toute chose égale, c'est l'Apple TV du salon pour Jim Master. C'est sans dada, c'est le produit qui le fait rêver. Et puis surtout, dans la roadmap qu'il a dévoilée pour ce modèle, dans la mesure où il le voit comme le centre, le hub de tous les objets connectés qui restent à venir et qui vont être mis sur le marché petit à petit par Apple. C'est ça c'est pas tant l'objet que la promesse qu'il porte. Ouais, il a d'ailleurs cité pour la première fois les fameux AirPods avec des caméras. Mais il en a parlé à plusieurs reprises. Hein. Ouais, hein. Moi, je continue à ne pas comprendre ce qu'on va faire avec des AirPods avec caméra. Je ne sais pas ce qu'ils vont filmer et à quoi ça sert. Il paraît que ça sera très important pour l'IA. Mais je me pose la question depuis que la rumeur existe. D'abord, est-ce que j'achèterais ça? Et deuxièmement, pourquoi faire? Avoir des caméras dans des AirPods? Je ne sais pas. Mais les nouveaux AirPods, oui, mais avec caméra, je ne sais pas. Tu as Map dans tes oreilles. Premier usage. Tourner à droite, tourner à gauche, et tu n'as pas besoin de... Non, mais ça, je l'ai, mais tu n'as pas besoin de baisser les yeux sur ton écran, et tu as les deux... Tu gagnes les 2 ou 3 secondes d'inattention qui font qu'il y a un accident ou pas. Mais ça, je fais ça avec mes lunettes Ray-Ban Meta aujourd'hui, que j'aimerais bien faire avec des lunettes Apple, mais qui ne seront pas IA. Donc, on va revenir aux lunettes. Parce que tu n'as pas eu le temps de lui demander, Benjamin, pour les caméras, mais on peut aussi imaginer un truc sur dans Apple Intelligence, il y a... comment ça s'appelle, la vision, enfin on peut demander à l'iPhone justement qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que c'est, et donc si tu as des caméras là, tu montres, ça peut regarder tes mains, et donc ça peut avoir tu dis qu'est-ce que c'est ça.
Mais on est Voilà. bien d'accord là-dessus, hein, et je comprends ça. Mais moi, ce que je veux, c'est faire ça, mais avec des lunettes, pas avec des AirPods. Mais bon, parce que des lunettes, je les aurai sur les yeux, surtout en plus si c'est des lunettes de vue. Alors que des AirPods, je ne les ai pas toute la journée. C'est permanence. uniquement si j'écoute de la musique ou si on fait un podcast entre nous. Mais je veux dire, 24 heures sur 24, j'aurai pas des AirPods dans les oreilles. Les jeunes n'ont pas besoin de lunettes, donc c'est peut-être pour les jeunes qui n'ont pas de lunettes, tu vois, typiquement les AirPods avec caméra. Oui. Non, Oui, non. peut-être. La prévalence de la myopie ou des maladies, des défauts de vision est terrible. La moitié de la population d'ici quelques années sera myope. Il y a un marché terrible. Sujet suivant que j'ai donc abordé avec Mark Gurman, c'était une question un peu anecdotique, mais pas tant que ça finalement. La question du nommage des iPhones, parce qu'il a quand même, dit qu'Apple avait envie de sortir du système de nommage actuel pour appeler les iPhones autrement, Oui. et que ça pourrait intervenir, alors pas Pour le 20e pour anniversaire. l'iPhone 17, pas pour l'iPhone 18. Il nous a dit qu'il n'y aurait sans doute pas d'iPhone 19, Ouais. C'est ça, que ce serait directement l'iPhone du 20e anniversaire. logique. Et donc l'année d'après, mystère, j'imagine que le changement aurait lieu à ce moment-là. S'il y a changement. Mais donc, ce Mais serait le fait de l'iPhone- sauter une l'iPhone 20, génération quoi. nous amène à l'iPhone des 20 ans. On ne sera pas à l'iPhone L'iPhone 26 ou 20, ouais. 28 d'ici là. Mais bon, enfin, en disant aussi que, et c'est encore une démonstration, si besoin était, que tout tourne autour de l'iPhone chez Apple, hein. C'est-à-dire que on peut, entre guillemets, jouer avec n'importe quoi, sauf avec l'iPhone, et Ellie, tu nous l'as souvent dit. Et donc, que le changement de nom des iPhones, c'est ce qu'il y a de plus difficile, et que même s'ils y pensent en interne, il a cité la problématique de la vente des iPhones chez les opérateurs. Il y a encore beaucoup de gens qui achètent chez leurs opérateurs, etc. Et les fabricants d'étuis et autres accessoires, c'est tellement lourd à changer que ils y vont avec lenteur, quoi. Et puis il y a tous les accessoires aussi, enfin tous les accessoiristes. Voilà, c'est vrai que Oui, c'est ça. pour le coup, c'est vraiment un écosystème là, hein, autour de l'iPhone, hein. Bah voilà, Ça, donc c'est clair. c'est donc très très compliqué pour. Mais bon, enfin, moi je reste persuadé que ces histoires de mettre l'année derrière, etc. pour simplifier, ça simplifie rien du tout. Non. Donc moi, je voterais plutôt pour. Il a plus ou moins évoqué ça, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais Avec le de dire, processeur. oui, c'est ça. Tu finalement t'enlèves le numéro, tu mets pas le numéro ni le numéro de version, ni une année. C'est l'iPhone et puis c'est tout, quoi. Comme C'est-à-dire que là, ils disent le MacBook Pro M5, par exemple. C'est ce qu'il a cité comme exemple. Et ça a ce mérite-là. Alors, est-ce que ça servirait à quelque chose de dire c'est l'iPhone A20 ? Je sais pas. À qui? Là, pour le coup, ça fait très Samsung, hein. Ah oui, A20, ça marche pas, non. Là, ça fait très très Et les Samsung. processeurs Apple s'appellent A sur les iPhones. Alors, quand on sera au 20e anniversaire, ça sera le A20. Alors, on a ensuite parlé assez brièvement, mais on a quand même évoqué le sujet des droits de douane et de leurs conséquences sur les prix. Mark Gurman dit qu'il s'attend à une hausse des tarifs, mais finalement assez modeste. Oui. En tout cas, bien inférieure à ce que craignent certains. Alors, hausse de prix aux US, mais il n'écarte pas non plus que finalement, il y ait une sorte d'harmonisation des prix dans le monde entier. Ça veut dire que les iPhones pourraient aussi coûter plus cher en France, même si on n'est pas directement concerné par les droits de douane d'entrée aux États-Unis. Déjà, on a la TVA. Donc, oui, mais elle n'a pas changé. Donc, non. Mais on sait. Attends, ne parle pas trop vite. Hein. Oui. Non, mais d'abord, sur les hausses de prix aux US, je crois qu'il a parlé de 50 à 200 $ selon les modèles. Et puis l'éventualité d'une hausse des prix en France qui serait une sorte de parallélisme avec la hausse aux États-Unis. Fabrice, ça te semble en tout cas, j'ai été assez étonné de son estimation de la hausse des prix qui, pour lui, serait assez contenue, en fait. Comme s'il avait... je mets ça en parallèle avec ce qu'il a dit à la fin, on y reviendra, mais je fais un lien avec ce qu'il a dit sur Tim Cook,
et sa capacité à gérer la chose. Et je pense qu'il fait très confiance à Tim Cook et jusqu'à présent, il a raison. Hein, si c'est le cas, en tout cas, on voit Tim Cook à l'œuvre pour gérer l'administration Trump en particulier, mais toutes les administrations générales. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est super bon pour faire ça et qu'il semble avoir trouvé il le dit à un moment, hein, pour l'instant, la bonne vitesse pour naviguer dans les méandres et que ça va aller très bien et qu'ici il y a une augmentation des prix, elle sera contenue. Quant à ce qui est des prix pour les autres pays, c'est vrai que ce serait quand même très bizarre d'avoir des prix dans les autres pays qui ne soient pas directement liés au prix américain. Bon, tu lui as posé la question, bon, est-ce que les gens vont venir en France pour acheter voilà, je sais pas s'ils sont vendus en duty free les iPhones, mais enfin pour l'instant l'écart de prix me semble justement l'écart de prix il est c'est pas tant que ça puisqu'il y a la TVA de 20% chez nous. Donc finalement on est sur la même échelle. Et donc il va peut-être y avoir une petite hausse de prix, c'est déjà arrivé et puis ça passera crème comme on dit. Ouais. Ça dépend du... il ne faut pas éviter qu'il y ait un marché gris, mais quand tu arrives et que tu te déclares comme américain, tu demandes un produit détaxé. Ellie, à Nice et à Cannes connaissent ça infiniment mieux que moi. Et donc tu prends le prix, tu achètes le prix hors taxe, à charge pour toi de déclarer ton achat, ton produit à la douane. Et ils vont appliquer et la TVA et les tarifs les taxes douanières entre le pays d'entrée et le pays d'où tu viens. Malheureusement, on en fait beaucoup moins. Hein. Donc, je demande de temps en temps comment ça se passe dans les magasins. On en fait beaucoup moins. Ça a été vraiment énorme pendant des années. Mais le problème, c'est que comme on est fâché avec les Saoudiens, ils ne viennent plus en France. Et comme on est fâché avec les Russes, ils ne viennent plus en France non plus. Donc, alors là, mais c'est on sûr est un peu embêtés. Hein. Oui, une partie des clients qui demandaient la détaxe a disparu, en tout cas en ce moment. Alors, on est revenu ensuite à la keynote du 8 au 10 septembre avec Marc. Et je lui ai demandé ce qui pourrait être annoncé d'autre, à part les iPhones et les Apple Watch. Alors, il a quand même dit un mot des Apple Watch. Oui. Excuse-moi, parce qu'il a ouvert les vannes et du coup, il n'a pas parlé que de la keynote. Il est allé jusqu'en 2026 avec cette question. Ça m'a fait rire, là, parce que là, il était parti. Là. C'était le robinet, là, c'est sûr. Ah oui, ça ne s'arrêtait plus. Oui, parce qu'il a dit, en fait, voilà, l'automne sera chargé, et d'ailleurs en 2026 aussi, et puis voilà, il est parti. Bon, alors déjà, les Apple Watch, bon, on va rien vivre de très spectaculaire, hein, je pense, cette autour année, des non. Apple Watch. Hein. Sauf l'Apple Watch SE, où il prévoit 2 tailles d'écran, ce qui serait donc la première fois. Et quand il a dit ça, j'étais un peu surpris. En fait, j'ai pas vérifié. Mais donc, il a forcément raison, puisqu'il connaît ça par cœur. Oui, il n'y a jamais remarqué, en fait, en 2 modèles. Non. Eh ben, j'avais jamais remarqué, figure-toi. Donc je le fais en direct, ça c'est du podcast les enfants, j'achète et non c'est pas vrai, c'est ce qui me semblait, il y a bien 2 tailles en Watch SE. Ah, il y a déjà 2 tailles. Bon, ouais, 40 et 44. Bon. Peut-être que qu'il y aurait parce que les autres, la série 10 c'est 41 et 45. Donc peut-être que la Watch SE rattraperait ça par exemple. Et donc ça existe déjà en 2 modèles. Il me semblait. Donc, Apple Watch, on aura une Apple Watch Ultra 3, hein, si j'ai bien compris. Oui. Avec mais il n'en a pas dit grand-chose parce qu'on ne s'attend pas à grand-chose. Hein. Ouais. Mise à jour processeur essentiellement, et je crois que c'est à peu près tout ce qu'il a cité. Il n'a pas cité juste un truc, parce qu'il y a eu un truc dans l'actu américaine. C'est le procès avec Massimo, donc le détecteur d'oxygène sanguin, qui est à demi réglé. C'est-à-dire que Apple n'a pas payé, mais ils ont trouvé un truc pour que... donc quand on achète aujourd'hui une Apple Watch aux États-Unis, on n'a pas l'oxymétrie.
Effectivement. Et maintenant, en fait, c'est réactivé, mais pour voir les données, il faut aller sur son iPhone. C'est le contournement trouvé par Apple pour ne pas payer les brevets à cette entreprise qui s'appelle Massimo, M-A-2-S-I-M-O. Et du coup, Massimo attaque en justice les douanes américaines pour avoir donné le droit à Apple de faire ça. Donc voilà, là on est en plein dans le jeu de justice américaine et Apple qui a donc tout l'argent du monde pour attendre. Voilà, bon, Ils veulent rien lâcher sur le sujet. il lâche rien. Et les C'est brevets de extrêmement Massimo important, tombent là, en, hein. les brevets C'est de Massimo extrêmement tombent en important. 2027 ou 2028, donc ils vont attendre jusque-là. Ouais. Et donc je pense qu'on peut déjà prévoir la mort de l'entreprise Massimo en 2028. Ça Mais va Massimo, terrible. c'est une entreprise italienne, c'est ça? Je me souviens pas. Je suis pas Je sûr. crois. Je me souviens Ouais, pas. je suis pas sûr. Je crois que c'est Avec un nom comme ça. une boîte américaine, mais qui s'appelle Massimo, il me semble. Hmm. Est-ce que vous l'avez entendu parler des AirPods Pro 3? Non, du tout. Alors, Non, soit non. il a oublié, soit c'est pas pour. Il a, Aucune dit fonctionnalité. nouveaux AirPods Pro quand même. Hein. Oui, bien sûr. Ah. Mais ça, on sait qu'ils arrivent. Mais il n'a pas dit qu'ils auraient de nouveau. Non, non. Parce que lui, il est plus intéressé par les Pro 4 avec caméra. Les Pro 3, C'est mais vrai. on sait à peu près ce qu'ils auront. Hein, mais c'est pas... Bah, si, on sait à peu près ce qu'ils ont. Mais Donc, est-ce que. puisqu'on a vu les Beats. Donc les Beats Ouais. font ce que vont faire les Pro. Donc, Ouais. Mais est-ce que Donc, les capteur AirPods de- Pro 3 seraient au menu de la keynote du 9 Oui, quasiment du sûr, 8 parce au que- 10 septembre? Oui. C'est pratique. quasiment sûr parce que ça fait longtemps qu'ils sont prêts. Ouais. Ils attendaient de sortir, c'est tout. Oui, Bon. donc avec la fréquence Ouais. cardiaque, comme tu disais. Oui, Ouais. ben, ils sont prêts depuis que les Beats sont sortis. Hein, donc, Ouais. ils auraient pu sortir en même temps, voire avant. Hein. Donc, Ah ouais, il a mentionné hein, la fréquence cardiaque. J'ai mentionné l'Apple TV en pensant à toi, Elie, J'ai mais je suis pas vu. sûr je suis pas sûr qu'il l'ait repris. Non, Non, hein. j'étais très déçu. On n'a pas parlé d'Apple TV. Bah, si, Et il a puis, dit, je lui ai- il a dit qu'il y aura un nouveau chipset. Il l'a dit. Ouais. Mais... Ah si, Ah il l'a dit. oui, si, il a dit Oui. qu'il y avait... Oui, absolument, oui. Oui, oui. Ah, Avec- donc il y aura peut-être un Oui. nouvel Apple TV alors. Oui, bien sûr. Ah, bien Oui, sûr. oui. Toi, tu dis bien sûr. Mais Ah oui, pas- parce qu'il est prêt depuis des mois et des mois, encore une fois. Hein. Ah, mais ça veut pas dire qu'il sortira le 9 septembre. Ah, non, ça, non. Ah J'aimerais oui, qu'il y bien. aura Tu un vois la jour, oui, ça on subtilité. sait, mais... Bon, en tout cas, c'est une possibilité. Mais bon, tu sais bien, Ellie, que ça va être un nouveau boîtier Apple TV qui aura des trucs nouveaux, mais finalement pas tant que ça. Et on sait déjà les phrases qu'on va faire après. Oh, on espérait quand même qu'il y aurait un peu mieux, et puis que finalement, bof. Ben, c'est bien ce modèle-là qui aura l'audio pass-through dont on parle depuis la WWDC, parce que C'est si ça. celle-là ne l'a pas, Alors attends, Ellie, je voudrais rectifier ta phrase. Dont tu parles depuis. c'est vrai. Je parle au nom de tous, donc... Ça intéresse Bon, peut-être un de nos auditeurs, Rodolphe, parce que à part ça. Ouais. Ouais, Salut, Rodolphe. On fait une bise à Rodolphe. Bon, c'est le moment où j'ai glissé l'idée éventuelle de l'annonce d'un Vision Pro upgradé, simplement upgradé, hein, peut-être lors de cette keynote. Il a commencé à parler du Vision Pro. Alors, bon, je ne l'ai pas trouvé enthousiaste du tout hein, sur le Vision Pro. Hein. Pas en Qu'est-ce termes qui de est marché. Pas en Ouais. termes de marché. Ouais. Est-ce qu'il vous En a tout cas, semblé... il n'y aura pas un haut de gamme. Non. C'est ça qu'il veut dire. Il n'y aura pas un Vision Pro 2. En tout cas, pas maintenant. Il a dit dans 2 non, ans, mais je même crois. plus tard. Non, il a dit qu'il se posait la question, il l'a d'ailleurs écrit, sur un Pro 2. Ouais. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y aura un Vision Pro avec un M5. Ok, très bien, mais c'est même caractéristique. Qu'il y aura un moins cher et qu'après, il y aura les lunettes. Mais qu'il y aura un Pro 2 avec autant de caméras, autant de... Non. Lui, il pense que non. C'est vrai. Parce que ouais. ça serait un produit de niche et qu'Apple va basculer vers les lunettes et donc Ouais. vers d'autres choses. Ouais, tu as raison, c'est comme ça qu'il l'a dit. Est-ce que ça vous a étonné? Parce que moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours entendu qu'il y aurait un Vision Pro 2. Il Non. était présenté comme ça, mais c'était sauf erreur de ma part encore, le M5 qui faisait une évolution Non. sur... il n'était Non, pas... ça n'a jamais été considéré comme le Vision Pro 2, la Non, version non. M5, je crois.
Non, ça c'est Pêche. juste un changement de chipset. On aurait pu lui demander si Apple allait faire des reprises sur les nouveaux modèles, ce qui, pour les quelques clients qui l'ont acheté, serait une bonne chose vu l'argent dépensé. Mais Moi, bon. j'ai surtout une pensée émue pour Florent Morin et Baptiste Dajon, qui sont souvent chez nous, parce qu'ils font beaucoup de choses avec le Vision Pro. Et quant à Marc Gurman, alors, il parle d'échec commercial, ce qui n'est pas faux. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit de grande consommation, de masse. Mais on s'y attendait, ça. Oui, mais donc à côté de ça, on sait bien, nous, puisque Florent et Baptiste notamment nous expliquent bien comment ils font et qu'ils développent des applis pour les pros, Baptiste pour Decathlon, c'est des applis pro, c'est vraiment de l'appli de niche. Mais il a dit que dans le c'est pas domaine péjoratif médical, ce que je dis. il y aurait Oui. des évolutions. Et dans le domaine médical, aujourd'hui, c'est le seul produit, et ils en vendent, mais ils n'en vendent pas 10 000. Mais c'est étonnant comme produit pour Apple, quoi. C'est un produit comme ça, ultra pro et ultra niche. On n'a pas, j'allais dire plus l'habitude pour Apple. Je ne sais même pas s'ils en ont déjà eu un, mais enfin, maintenant les marchés visés par Apple sont tellement énormes à chaque fois. Ça fait depuis des années qu'on dit quand Apple fait un truc, c'est pour en vendre 50 millions, ou ils le font pas. Et là, c'est vraiment pas le cas. Donc c'est une sorte de, c'est une anomalie pour l'instant dans le catalogue d'Apple. Oui, mais on est sur un Benjamin va encore aller. On est sur un changement de plateforme qui arrive tous les 30 ans. C'est une sorte de banc d'essai, comme d'habitude. On fait le plus gros, le plus cher, le plus performant, et après, on décline sur le marché du particulier, en fait. Ouais, c'est vrai. Élie? Je crois que l'erreur d'Apple, si tu veux, c'est des fois de trop se baser sur le marketing, qui est généralement très fort chez eux. Ils ont essayé avec l'Apple Watch au début en disant, voilà, nous, on a compris, ça va être un produit ultra luxe, ultra cher, etc. Ils l'ont repositionné, ça a fini par se vendre. Là, ils ont parlé de spatial computing. C'est très bien, c'est un mot comme un autre, mais aujourd'hui, ce n'est pas le spatial computing qui fait vendre des Vision Pro. C'est des applications extrêmement pointues, et il lui manque aujourd'hui, parce qu'Apple est têtu, mais ils finiront par le repositionner. Et ça, Marc en a parlé, pas ce soir, mais il en a parlé. C'est un appareil extraordinaire pour regarder du cinéma, pour faire de l'immersif. Et c'est là le problème, c'est que Apple ne veut pas trop pousser sur l'immersif aujourd'hui, parce que le marché est très petit et que les investissements sont énormes. Le film F1 a été tourné en immersif. Je le regarderai certainement sur le Vision Pro quand je l'aurai. Mais tout cet argent qu'ils ont investi, il y a aussi le défilé du 14 juillet qui a été tourné en immersif et qu'on verra bientôt. Je me demande qui c'est qui nous a appris ça, tiens, d'ailleurs. Qui nous en a parlé dernièrement? Ça commence par un B. Cela dit, à propos du Vision Pro, il a dit autre chose qui est intéressant, c'est-à-dire que il a dit, quand je l'utilise, c'est génial, mais il faut que je fasse un effort pour le mettre sur la tête, pour paraphraser. Et c'est toute la difficulté du Vision Pro qui fait de ce produit sûrement encore un produit de niche, un point d'entrée vers une révolution informatique, certainement, mais qui ne peut pas, ça ne peut être qu'une étape, et que ça amène plutôt quand même vers les lunettes que tu as évoquées avec lui. Parce que ça, les lunettes, ça se porte plus facilement et ça s'utilise comme un iPod, alors que le Vision Pro, non. Bien sûr, bien sûr. Ouais. La bonne nouvelle dans tout ça, et je pensais notamment à toi, Élie, qui les attend particulièrement depuis longtemps, c'est que les lunettes Apple, Marc l'a dit, c'est pour l'année prochaine. Alors, pas forcément les plus abouties, mais la première version, il n'y aurait pas de réalité augmentée a priori sur ce premier modèle. On serait plus proche de ce que fait Meta avec les Ray-Ban ou les Oakley, j'imagine, aujourd'hui. Oui, sauf que c'est cette année qu'ils vont sortir la version avec écran. Donc, quand Apple sortira les versions d'il y a 2 ans de Meta, aura encore une fois 2 à 3 ans d'avance. Mais pas dans l'écosystème Apple. Et s'il y a quelque chose, et il en a parlé, c'est le fait de dire que l'implémentation dans l'écosystème Apple des Meta n'est pas parfaite, et c'est vrai. Aujourd'hui, moi je m'en sers, mais on pourrait faire beaucoup mieux. Sur l'iPhone, je parle. Oui.
Mais quand même, est-ce que vous sentez de la part d'Apple une accélération? Et il l'a confirmé, hein. Je vais vraiment clairement poser la question. La priorité, il l'a dit, aujourd'hui, c'est les lunettes. Oui, C'est plus le Vision Pro. Et c'est ça qui, quelque part, oui, est un peu choquant quand on pense évidemment à tous ceux qui ont tellement investi jusqu'à maintenant dans le Vision Pro. On peut quand même se dire qu'ils n'ont pas investi pour rien, parce que j'imagine que toute la technologie du Vision Pro, va être elle va utilisé, bien sûr. être déclinée C'est ça. dans les lunettes. Alors, pas la première version, mais peut-être dans les Clairement. deuxièmes, troisièmes, etc. Et d'ici 5 ou 10 ans, on aura tous des lunettes pour regarder nos films en immersif, Ellie. J'espère, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Apple écoute ses actionnaires, vous le savez tous, et ils ont fait une démonstration de technologie. OK, ça a été fait, ça n'a pas été un succès. Donc maintenant, les actionnaires leur ont dit, attendez, vous voyez ce que fait Meta? On veut ça. Faites-le. Donc la priorité, et Tim Cook a été très clair, la priorité, c'est de faire des lunettes Meta. Et là, c'est très clair, elles feront Il de n'a pas dit l'IA. méta, mais Non, mais en interne, je parle. Et ils veulent des lunettes qui te parlent dans l'oreille, pas qui te montrent des choses, hein. Donc, c'est pas les lunettes auxquelles rêvait Apple il y a quelques années, et Tim Cook aussi, hein, parce que c'était pour des ça- lunettes IA. pour ça, comme vous me disiez, comme des garnements dans le chat pendant l'interview, il faut un Siri qui tienne la route aussi. Donc, tout Ah, ça moi va devoir s'aligner. Qui a dit ça? d'ici Qui c'est l'année- qui a dit ça? Tout ça Ah va ouais, devoir je- s'aligner On, d'ici on sait l'année très bien qu'il a prochaine. dit, parce que je passe mon temps à dire que Siri, ça marche pas. Ah, mais c'est intéressant Garnement. parce que le timing des lunettes, c'est l'année prochaine. Et il a aussi dit que, et on va y venir maintenant, Apple Intelligence, etc. Finalement, tout finit comme Apple l'avait promis. Ce sera sans doute que dans un an, peut-être même un peu plus. Donc, on n'y est pas encore. Et on a encore une année, bonne année sans doute, à attendre avant que tout ça soit sec, comme on dit Oui. chez nous. Mais c'est là où je l'ai trouvé, et c'est vraiment la partie qui m'a le plus plu et le plus marqué de toute l'interview, c'est que plus on parlait des difficultés d'Apple, qu'il est le premier à reconnaître, il a été extrêmement clair là-dessus, plus, Ah oui, sur le retard, il a été clair, hein. mais plus T'as même pas laissé il finir a ta question. rajouté immédiatement, et surtout à la question posée, est-ce que c'est pas trop tard, et est-ce que, comment, etc., à chaque fois, il disait, je suis extrêmement optimiste vu le nombre de produits hardware qui vont sortir. Donc en fait, pour lui, Apple va rattraper son retard un jour en rachetant les gens si c'est les bons, etc. Mais il y aura toujours un décalage parce que les autres ne vont pas les attendre. Mais il n'est pas du tout inquiet pour Apple parce qu'ils ont un planning produit, un pipeline produit qui, d'après lui, est exceptionnel. Et ça, je l'ai trouvé très bien parce que tout le monde parle beaucoup de l'IA et critique Apple dans tous les domaines. Et lui, il dit non, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout inquiet pour Apple parce qu'ils ont des produits qui arrivent qui vont être géniaux. Ouais. L'IA C'est vrai. de côté. D'autant plus que dans le monde de l'IA, il se passe un truc, pour faire un petit parallèle que je trouve intéressant, c'est le lancement de ChatGPT 5 qui a été pas forcément raté, mais c'est la première démonstration que les progrès des LLM commencent à arriver à un plateau. Et on en parle de plus en plus autour de ça, c'est-à-dire que, et c'est rigolo parce que Yann Lequin, qui est le patron de l'IA chez Meta, ça fait déjà un an et demi, qui dit, bon, les LLM, moi, C'est je fini. suis passé au truc après parce que c'est pas ça le résultat final. Là, c'est la démonstration qu'il avait raison depuis longtemps, c'est que les LLM, passer de 4 à 5 chez ChatGPT, c'est pas la révolution, on n'est plus déjà, au bout de 2 ans et demi, on n'est plus dans une révolution d'une année sur l'autre, alors que si on compare aux iPhones, le premier iPhone, et puis le 3G, puis le 3GS, et 4, et 5, et 6, c'était à chaque fois des trucs complètement dingues. C'est plus le cas maintenant, mais il a fallu 15 ans pour arriver à une stagnation. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui peut donner, entre guillemets, espoir pour Apple, c'est que les modèles d'IA qui vont être intégrés dans les OS, ils ont le temps d'y arriver sans forcément accumuler du retard parce que les modèles de langage ne progressent plus aussi vite qu'avant. Et puis de toute façon, ce qu'ils ont compris chez Apple, c'est que si ce que les gens veulent, c'est un assistant conversationnel et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir poser n'importe quelle question sur l'iPhone ou sur le Mac et avoir une réponse, ce que fait Microsoft avec Copilot, Tu le l'as cité, LLM qui va être intégré, pas besoin qu'Apple l'écrive. Ils peuvent très bien utiliser celui d'Anthropic ou celui de quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est qu'un client puisse poser une question
et que l'iPhone lui donne la réponse. L'iPhone ou le Mac, hein, bien sûr. Lui donne la réponse. Et ça, peu importe qui a écrit le bazar qui est dedans. Hein. L'important, c'est ce que le client reçoit comme réponse. Voilà. Ouais. Et Alors aujourd'hui, justement, 99% des gens utilisent l'IA comme un assistant conversationnel. Hein. Ouais. Il ne faut pas se tromper. Hein. Il y a une minorité qui fait des prompts élaborés, qui font 3 pages, etc. C'est des pros. L'utilisateur final, il pose une question, il veut une réponse. Point. C'est d'où le problème de Siri, parce que c'est ce que les gens font avec Siri. Eh Donc, oui. ils posent une question, ils n'ont pas la bonne réponse. Enfin, ils n'ont pas... Pour moi, il y a Alors, deux trucs. il a bien confirmé qu'Apple avait l'intention, il a été très clair, hein, de faire des acquisitions, de mettre de l'argent sur la table pour s'offrir des acteurs du monde de l'IA. Alors, j'en ai cité plusieurs que j'ai proposés à Marc. Et il a confirmé la rumeur autour de Mistral et de l'intérêt d'Apple pour Mistral. Ouais, j'étais étonné de ça. Avec... Mais il a Pourquoi parlé Fabrice d'Anthropic aussi. Et il a parlé de Perplexity. Donc Oui, ça en pourquoi fait Fabrice, tu as quelques-uns, été là. étonné de sa J'étais confirmation? étonné parce que on a très vite entendu à propos de Mistral que c'était quand même donc une pépite européenne et française et avec aussi une implication de fonds publics. Et que Mistral a même une mission de service public en partie, et que au-delà des réglementations européennes dont il a parlé justement, qui rendraient peut-être la chose plus parce qu'il difficile. l'a dit, hein, il a dit que ça serait compliqué. Hein. Il a parlé de ça, mais que en gros, c'est pas possible d'acheter Mistral parce que c'est en partie public. Donc c'est non. Oui. Et peut-être que s'il y a un petit détail qu'il n'a pas en tête. Je me demande. Je pense qu'il n'avait pas le détail, comme tu dis, mais qu'il avait tout englobé dans l'expression des réglementations européennes. Ouais, mais il a dit que ce serait compliqué, hein, que les réglementations, etc., faisaient que... Mais il a quand même confirmé l'intérêt d'Apple. C'est ce qui m'a... Enfin, j'étais heureux qu'il le fasse, mais ça m'a plutôt étonné, et c'était une confirmation que je trouvais intéressante. J'ai évidemment dû faire quelques choix. Hein. Comme on le disait, Mark Gurman a tellement de choses à dire que ces 40 minutes n'ont pas permis d'aborder tous les sujets qu'on avait en tête. J'ai quand même pu lui poser la question de cette rumeur d'un MacBook à processeur d'iPhone. Et là, je l'ai trouvé plus flou que ce que j'imaginais. J'avais l'impression que le projet était plus concret, plus proche que ça. Est-ce que ça a été votre impression aussi? Oui, parce qu'il n'a pas du tout dit à quoi il servirait ou comment il le voyait lui. Il a juste parlé du prix. Il a parlé et si jamais une sortie, qu'Apple en vendrait, que ça serait un vrai succès et qu'Apple en vendrait beaucoup. En fonction du prix. L'éducation et seulement les écoles. S'ils arrivaient à sortir un truc vraiment pas cher, et il avait un doute. C'est ça. Il avait un doute sur le prix, ouais. Et c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre. Alors, est-ce que... alors, il y a toujours un... Comme il a été très enthousiaste sur l'iPhone pliant, est-ce que c'est en fait là un produit qui l'intéresse moins et que du coup... Bon, je pense qu'on arrivait aussi un petit peu à la fin de l'interview. Mais ouais, il n'y a pas de détails, tu vois. Parmi les rumeurs qui courent sur ce MacBook à processeur d'iPhone, ça serait que ce serait peut-être le premier qui soit muni d'une connexion cellulaire, par exemple. Il y a des gens qui attendent que ça depuis des années, qui achètent des iPads cellulaires parce qu'ils trouvent que c'est plus pratique et que ce serait le moment d'avoir un MacBook avec une puce C1 ou C2, puisque maintenant Apple les fait aussi. Et ben, toujours pas. Et donc, on n'en saura pas plus. Non, pas aujourd'hui en tout cas. Non. Quand Apple s'intéresse au marché, ça baisse le prix. Mais il avait même pas l'air de confirmer que c'était un projet vraiment sur les rails. Ouais, tout à fait, ça semblait encore être un peu une option. Et ça m'a un peu étonné, ça. Est-ce qu'on s'est tous un petit peu chauffé trop vite sur ce C'est ce que j'allais dire. Il n'a peut-être pas trop d'informations là-dessus, ou peut-être des consignes de pas trop en parler, sachant que c'est quand même une vache à lait pour Google, quoi. Ouais. Bon, tu parles de Google, Gilles, ça me fait une transition toute trouvée vers la domotique. Et
cet iPad, ce HomePod avec écran. Mm. C'est comme ça qu'il l'a amené. Alors, je lui ai demandé si on parlait bien de la même chose, et donc du Apple Hub ou du Hub domotique dont il est aussi question depuis des mois. Donc c'est bien le même produit. Euh, et on est quoi sur un lancement au printemps, si j'ai bien compris, dans l'idée. Oui. Pour une raison très simple, c'est qu'il a besoin d'une nouvelle série. Ben oui. Tu vois, il n'y a pas que moi qui le dis. Ah, mais non, mais... Donc, le printemps oui, oui, de mais- quelle année? Mais Non, oui, de cette année. c'est pas super clair parce que justement, ça dépend tellement d'un Siri qui soit un peu plus véloce et qui comprenne un peu mieux. Il va falloir faire la démonstration que ça marche quand même, hein. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il a évoqué un modèle robotisé qui serait sur un bras robotisé. Ça fait longtemps qu'il en parle. Auquel il croit beaucoup d'ailleurs. Et il croit beaucoup. Mais tu lui as demandé, mais en Alors fait, moi, à j'y quoi crois ça pas du sert? tout. Moi, j'y Ah, crois tu l'as pas demandé du à tout. quoi ça sert. Et je trouve que il a pas tellement su répondre parce qu'il sait pas encore, ou il sait et puis il n'a pas encore des éléments pour en parler, mais pour déterminer à quoi ça sert, tu vois, faire un FaceTime et que la webcam puisse te suivre si tu bouges. Facebook a déjà fait ça il y a 5 ans, personne n'en a voulu. Ouais, puis le logiciel le fait déjà. Pas besoin d'un bras. Alors, sauf si Si. il faut imaginer ça, c'est un appareil de cuisine qui se met dans les cuisines américaines avec les fameuses islands qui sont au milieu de la cuisine. Et donc, cadre centré, si tu passes derrière, il peut pas te suivre. Donc là, ça, c'est un truc qui pourrait pivoter à 360 degrés. Je force le trait exprès, hein, mais parce que Je vois pas du tout le truc. Moi non plus. En plus, mais- je me dis, un bras robotique, c'est des sources de panne infinies. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont se Alors mettre après, dans ce il y a pétrin là. des fabricants de produits domotiques qui commencent à proposer des caméras à mettre dans la maison et c'est pas uniquement des caméras de surveillance, c'est des caméras de détection de gens qui sont là et des membres de la famille qui sont là, et du coup tu peux déclencher des actions en fonction de, tu vois, voire jusqu'à, il y a des trucs, c'est encore sous embargo, hein, je peux pas en parler tout de suite, mais il faut imaginer, tu te lèves le C'est des matin. robots? Est-ce que c'est des robots? Est-ce qu'il y a Ah, de la mais il mécanique? y en a aussi. C'est-à-dire que Ok. ça peut être lié à ça. Et donc, si le robot il a une caméra aussi, donc tu te lèves le matin, ça déclenche ta machine à café, et puis au lieu d'aller dans la cuisine, tu vas sur ta terrasse, parce que dans les démonstrations, c'est toujours des gens qui ont des maisons pas possibles. Et donc, la caméra te voit aller sur la terrasse, et donc commande au robot de t'apporter ton café à la terrasse et pas dans la cuisine. Voilà. Alors là, on est dans de la vision un peu science-fictionnesque, etc. Mais peut-être que c'est aussi vers ce genre d'évolution de la domotique, et que pour ça, il faut un robot ou quelque chose qui détecte, non seulement qui fasse du FaceTime, mais ça on sait, mais qui détecte la présence et qui puisse moduler des services en fonction de là où tu es. Et d'ailleurs, ouais. c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, et lui, il n'en a pas parlé, mais pour Apple, la robotique est un marché qui va arriver plus tard et qui est extrêmement important. Et Apple n'est pas le seul, hein. Tout le monde pense que dans, admettons, 3 à 5 ans, mais peut-être 2, 3 dans certains cas, il y aura des robots dans notre vie. Mais des robots, ça peut aller jusqu'à un robot de taille humaine, quoi, d'une sorte de compagnon qui pourrait évidemment aider certaines personnes dans certaines situations et faire un certain nombre de tâches à la maison et faire un compagnon aussi et des trucs comme ça. Donc, il y a un marché énorme. Les valorisations se font en trillions de dollars sur la robotique aujourd'hui. C'est quand même ce projet-là d'écran au bout d'un bras. Moi, Non, mais ça, c'est expliqué une comme ça, j'y crois façon pas du tout. d'entrer par la petite porte. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça confirmerait qu'Apple se lance sur le terrain de la robotique d'une certaine manière. Oui, Et ça, c'est vraiment un nouveau domaine pour eux. complètement. Mais avec un énorme potentiel pour l'avenir. Et puis après, au bout de 10 milliards de dollars, comme pour la bagnole, ils vont dire, bon, finalement, on fait pas. Mais autant, Bon. tu vois, je crois à un robot ou à des robots Apple, autant j'ai jamais cru à la télé et jamais cru à la voiture. Ouais. Mais des robots Apple, j'y crois.
Bon, on entend beaucoup les ronronnements de ton chat, Eh Fabrice. ben oui, Donc, c'est la rentrée. merci de Donc nous accompagner avec c'est ce la petit- rentrée. Donc c'est cette petite ronflette très, très charmante. Tu l'embrasseras pour nous. Bon, Allez, le chat. j'ai terminé. Je voulais finir sur Tim Cook parce que finalement, je ne sais pas si la prochaine fois qu'on aura le plaisir d'accueillir Mark Gurman, Tim Cook sera toujours à la tête d'Apple. Donc, Mais oui. ça me semblait bien de finir par évoquer euh, son départ, hein, qui aura bien lieu un jour. 2030, il a dit. Pas avant, ouais. Mais t'imagines ce qui sera passé d'ici 2030? Ouais. On a quelques échéances. Ouais, c'est sûr. Il a dit qu'il le voyait faire 20 ans, et effectivement, il Ouais. est à 14 là, donc ça veut dire Il- qu'il resterait potentiellement au 6 moins ans. 6 ans encore. Mais il a toute une transition industrielle à mener à bien. Et le désengagement d'Apple de la Chine, dont je parle depuis, comment tu as dit, Benjamin, d'Aiwick, au moins depuis 15 ans. Ah oui, c'est 2013. Ouais. Et il Ça faut fait 12. qu'il arrive à équilibrer la fabrication, l'assemblage sur au moins deux continents, si ce n'est 3, et si possible au plus près de chaque marché. Alors, ce qui était étonnant, c'est quand tu lui as glissé le nom de Vidre O'Brien. Alors, c'est lui qui l'a glissé tout seul. Non, c'est lui. Je lui ai demandé s'il Mm. voyait, plutôt que John Ternus, qui reste, je pense, Non. Mais il a dit le Ternus nom, sans hésiter. numéro Hein. un. Oui. Dès que il a dit Ternus. Ouais, C'est- Ternus, c'est ouais. Clair. Quand tu as dit une femme, Donc John Ternus, qui est le vice-président en charge de tout le hardware chez Apple. Mais comme Tim Cook est un militant de la parité, etc., je me suis dit, pourquoi pas une femme, finalement, pour lui succéder. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de candidates, en tout cas évidentes aujourd'hui chez Apple. Bah, dans le carnet de photos là, des seniors vice-présidents, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ouais. Et quand il Donc, cite c'est- Dardy O'Brien, c'est vraiment pour donner un nom, je pense, parce qu'il n'y croit pas du tout. Ouais, non, il il n'y l'a croit pas du tout. C'est la patronne des Apple préempté Store, hein, pour la distribution en général, oui. Ouais. Mais il y a des gens à des niveaux intermédiaires. Reste à les faire monter en compétences et en responsabilité, peut-être. Ce qui Il y peut a arriver 6 dans les années pour 5-6 ça. ans qui viennent. Ouais, ce qui explique peut-être Ce qui prend un certain temps, oui. le temps. Ça fait partie des choses qui m'ont étonné. En tout cas, il crie pas avec les loups pour dire tiens, Tim Cook pourrait partir parce qu'il a fait son temps, etc. Non, pas du tout. Il a même dit qu'il était bien là, qu'il était bien dans ses baskets. Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'était ça l'esprit. Il va bien, Tim Cook, là. Il fait tout comme il faut, vitesse de croisière, il maîtrise tout comme il faut. Il est très très confiant, quoi. Voilà. Et puis tu lui En as tout posé cas, la il question est de savoir très- si très habile. il était resté à cause de. Est-ce que l'élection de Donald Trump avait retardé? Il a dit pas du tout. Enfin, c'est là où il a dit que c'était. C'est là Ça où m'a étonné, effectivement- Oui, Ça m'a bien étonné. sûr. Ouais. Je pensais Et c'est qu'il là où on s'est irait rendu oui, compte qu'il effectivement. était très fort, Tim Cook, hein, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'Apple ait les pires difficultés avec la nouvelle administration. Et il a su négocier, mais je pense qu'il y a peu de personnes chez Apple qui auraient pu le faire comme lui. Hein. Ouais, absolument. Bon, effectivement, hein, on s'est régalé avec cette interview de Mark Gurman, qu'on peut tous remercier à nouveau pour sa 3e participation à iWeek. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre cette interview. C'était aussi une première, hein, ce mardi soir pour nous, de faire cette première diffusion. Alors, sur YouTube, en vidéo, dans le cadre de ce mode de diffusion qui est la première, qui fait qu'on regarde tous l'épisode en même temps. Et puis, on est avec vous dans le chat, on a suivi vos réactions, on les a commentées. Maintenant que l'épisode est passé sur YouTube, vous allez pouvoir le voir ou le revoir en replay. Et puis, évidemment, les versions audio du podcast vous attendent aussi sur toutes vos plateformes préférées. Fabrice, on a plusieurs versions, hein, de cette interview de Mark Gurman. Alors, une version pour le public français
une version pour le public international, on va dire. Bah, on va faire. Il est prévu qu'on fasse au moment. Alors, on va dire ce qui est vrai. Au moment où on enregistre, on prévoit tout un tas de trucs. On espère qu'on va arriver à faire tout ça. Mais c'est vrai que bon. Alors donc, l'interview s'est déroulée en anglais et encore bravo Benjamin. C'est pas facile. Et puis on va faire une version doublée. Alors on va utiliser un outil d'IA pour ça. On lui a bien posé la question de savoir s'il était d'accord d'être doublé par une IA d'ailleurs. Absolument. Et il a été assez généreux pour dire oui. Donc il va y avoir un doublage avec une voix IA. On va faire une version sous-titrée, je pense que ce sera la même pour la vidéo, mais qu'il y ait du coup quand même évidemment pour les auditeurs français d'iWeek de quoi profiter à la fois de tes questions et surtout, tu m'excuseras, des réponses de Mark Gurman. Voilà. Et puis, écoute, oui, je pense qu'on va diffuser, on diffusera aussi une version en anglais parce que il y a pour le public international d'iWeek, ça me paraît indispensable. Bien sûr. Absolument, il y a quelques sujets qui méritent l'attention de nos confrères internationaux et du public qui suit Apple à travers le monde. On est donc très très heureux de faire cette rentrée, cette sixième rentrée, sixième saison qui démarre pour iWeek avec Mark Gurman. Moi, je suis très heureux de vous retrouver aussi, les amis, après ce petit break du mois d'août. J'ai hâte de faire entrer dans la bande François Le Truelli, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Et puis, peut-être de nouveaux visages dans les semaines qui viennent, qui sait. Mais oui, hein, on a quelques candidatures, alors du coup, on voilà. étudie ça avec attention. Voilà, hein. Avec attention, et on a l'objectif de féminiser l'équipe, et on aimerait bien atteindre la parité, nous aussi. Donc, on y travaille, on reste tout. Allez, attention, toi, auditrice, toi qui nous regarde, on a besoin de femmes dans l'équipe. Alors, franchis le pas, fais le pas, et puis voilà. Non, si vous êtes candidat, écrivez-nous. Voilà, on a envie d'avoir de nouvelles voix parmi nous. Voilà, l'adresse mail pour nous contacter, pour faire acte de candidature si ça vous tente, c'est contact@iweek.news. Merci à vous trois, merci à toutes et à tous. On se retrouve mardi prochain, 18h30, un nouvel horaire pour le stream et donc l'enregistrement à suivre en direct, comme d'habitude, sur LinkedIn, YouTube et X. Merci de votre fidélité à iWeek. Très bonne rentrée à tous. C'est un bonheur de vous retrouver. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Bye bye. Bye bye. À la semaine prochaine. Hello, Mark Gurman. Thanks for having me. How you doing? Thank you so much for being here. Welcome, Mark. You're one of Bloomberg's top journalists. You're considered to have the best knowledge of Apple and its projects. I'm so happy to see you again on the show. Thank you so much. Of course. This is your third time in iWeek, one of the major Apple news podcasts here in France. And we are all thrilled to have almost 45 minutes with you today. Thank you so much. My pleasure. Thanks for having me as always. So thank you so much for being here at such a crucial time of year, both for you, Mark, and for Apple, because we're about 2 weeks from the September keynote. Yep. September 9, is it the most likely date for the keynote, according to you? I think it'll be that week. Could be a little fluid. I would imagine it's anywhere between September 8th and September 10th. But the release itself of the phone should be the following week, with the launch on September 19th. That's what everything I'm hearing is pointing to. So the usual schedule, right? Give or take a couple days. Okay, so usually it's a Tuesday. So the 9th is the Tuesday of the week, right? 9th is the Tuesday of the week, but sometimes they do Wednesday. Sometimes there's things going on. Last year they did Monday because the presidential election in the U.S., we had debates on that Tuesday, so they were trying to get away from that debate date. But yeah, give or take a few days in the second week of September. Of course, I read Power On latest edition, Mark, this Sunday,
It's your weekly newsletter, and I recommend first thing to everyone listening to subscribe, of course. It's not free anymore, but there is nothing like it. So in Sunday's edition, you share new details about Apple's 3-year plan about iPhones, with major new designs coming starting in a few days. What are you most excited about these next iPhones until 2028? Yeah, for me personally, it's all about the foldable. I've used the Samsung foldables over the past several years for a considerable amount of time. I've used the Google Fold, some of the Chinese foldable phones, and I think the form factor is so much better than the candy bar style that we've become used to with the iPhone over the last 15 years or so. You know, that really started a revolution, a new set of user interface paradigms. I really think foldables are the next big thing because you can do so much more on that 7-inch, that 8-inch screen size while tucking it together for more pocketability or bagability or putting it in a purse or whatnot. So definitely I'm all in on foldables. I think it's an outstanding form factor. The video quality, the ability to do productivity, the ability to do keyboard and email, I think is going to be just so much more effective with that bigger display, especially in a universe where you're going to be probably offloading some of the stuff to AI devices, whether that's AirPods with cameras, whether that's augmented reality glasses or AI glasses or other form factors. I think having that central product in your life being even more powerful becomes even more critical as more things move off of the display. So I think the foldable is going to be, certainly for me and you and other people very deep in the Apple ecosystem, I think it's going to be just amazing. The foldable iPhone, Mark, I feel your excitement about it. I also read on this Sunday and I could feel it. But let's be honest, Samsung is at the 7th generation and the technology is now mature, but after a very difficult start. What will this foldable iPhone look like, in your opinion? And is there still room for innovation for Apple? And isn't there a risk that we just get the iPhone equivalent of what Samsung has been successfully doing for years? Last, what about the timing? Is next year certain for you? I think for sure that we are basically getting the iPhone or the Apple equivalent to what Samsung is already doing. I think the Samsung 7th generation that they just introduced a few weeks ago, I think that's where Apple's heading in terms of form factor and thickness and design. Certainly it has an excellent hinge on there too. I think Apple's hinge will be a little bit more durable. I think the overall durability of the phone has gotten to a good place with Samsung in terms of dust resistance, in terms of water resistance, which is obviously trickier on a foldable. So I think we'll get that from Apple as well. The crease is going to be slimmed down considerably on the Apple versions, but I do expect Samsung's version next year as well to have a pretty reduced crease too. So you're going to see a lot of parity between the Apple and Samsung units. But of course, there's a big difference, at least in the US and in many parts of Europe, including France, between the Apple brand and the Samsung brand. I think Apple's marketability is much better than Samsung marketability. I think there are a lot of folks who want this foldable form factor. They've seen it on Samsung, they've seen it on Google, and they really like it, but they just want it with iMessage and FaceTime, Apple services, and iOS, and that is going to answer that. So even though this foldable phone from Apple is not going to leapfrog the competition, in fact, in some ways, it's going to be inferior to the competition because of its modem technology. It'll have an in-house modem instead of Qualcomm. Because of the display, it's probably going to be a little bit smaller than on the Google and the Samsung devices, both on the inside and out. So very little differentiation in the positive direction. But then again, you're talking about branding, marketability, and being at the core of the iOS ecosystem. And so I think for a lot of people, they don't necessarily care about the specification. They just want it to be iOS. And over time, Apple will get there in terms of screen size and other form factors as well. I would imagine eventually they're going to have two different sized foldables, right? They're going to have a standard size foldable, which I think is the one that's coming out next year. And then eventually they're going to have the bigger size foldable. And it's not too dissimilar to when they launched the iPhone 10 back in 2017. If you remember, they also already had at that time the plus sized phones. And so alongside the iPhone 10, they had the iPhone 8 Plus and the iPhone 10. The iPhone 10 technically had a bigger screen, but the overall device
right? The 8 Plus was a bigger phone. And then the following year, they did the XS Max. And so they had the two sizes. Just like today, you have the regular sized iPhone Pro and then the Pro Max. Probably you'll have a regular sized iPhone foldable or iPhone Ultra, and then a Max version as well with that bigger display exterior and internally. So you'll see a long roadmap of foldables from Apple. You know, the foldable phones, they don't sell as well as the Pro phones, but I think at the price points that maybe Apple customers are willing to stretch to, you're going to get a better form factor. You're probably going to get a higher price, but I think people are going to be willing to stretch for it. So you said inferior, but probably more expensive anyway. I mean, it's Apple, right? So I do think, you know, inferior in terms of screen size, internally and externally. I think the Samsung's going to have a little bit of a bigger screen outside, a little bit of a bigger screen inside, but you're paying for being part of the Apple ecosystem, the fit and finish, the polish, the software, the services, being within that Apple ecosystem. That's the premium that Apple customers have always paid, and I don't see that slowing down anytime soon. Mark, do you say folding or foldable for smartphones and the forthcoming iPhone? Do I say folding or foldable? I say foldable. I know some people say folding. I've always just said foldable. Okay. Okay. Tiny details. Let's go back to the keynote in 2 weeks' time and the next iPhones. Yeah. Do you think Apple has the temptation to change the way iPhones are designated year after year and make a switch as it did for the OS during WDC, with iOS 19 becoming iOS 26? Could the iPhone 17 turn to become the iPhone 26 as Samsung Galaxy phones? It's a good question. I think, to answer the first part of your question, there is a desire to do some sort of name change. I think there's a lot of people at Apple marketing who think that maybe this naming convention is outdated. Maybe they could try something different. To your point, they changed the way they structure the software naming to like iOS 26, iOS 27, 28, etc., and have it unified across the operating systems. And then when they rolled out the last iPad, they changed the naming convention there a little bit too. So they have the name of the product, so like iPad Pro, then they have the chip in parentheses. So it's the iPad Pro M4, there'll be the iPad Pro M5, etc. And I think they're doing something similar with the Mac as well. But because of how phones are sold in carrier stores, because they come out with new ones on an annual basis, because the phone refreshes aren't necessarily tied to the chip, they just happen to have new chips as part of the ongoing refresh, whereas on the Mac and the iPad, it's basically just sometimes a chip refresh. I don't see them, at least right now, moving away from that naming convention, right? I think the naming convention 17, 18 is here to stay, at least for the next 2 years. It's just the way these phones are sold, the way the operations are run. It is too difficult for something this mass manufactured to move away from the current naming system. You have the case makers, the accessory makers. It's just going to be pretty difficult. So there's a lot more consideration that goes into play with a phone than on an iPad, Mac, or the software operating systems. But I think you're right. There will be a name change eventually. The big question, do they drop the numbers? Do they change it to the year? The other question is, do they change the number like Samsung did? I would guess, this is just a guess, that they'll probably skip iPhone 19, and after the 18s and the Ultra next year, they'll just go to like iPhone 20. Right, to mark the 20-year anniversary in 2027, sort of how they skipped the 9 back in 2017 and jumped directly to the iPhone 10 in 2017. That would be, you know, my guess, but maybe they'll come up with something better. Very interesting, Mark. The iPhone 16 Plus is about to disappear to be replaced by the iPhone 17 Air. We all remember the disappearance of the iPhone Mini as well. What's the lesson here, Mark? And do you think Apple finally has the right answer to a recurring issue with that fourth iPhone? Yeah, I think the lesson here is that Apple, for some reason, is desperate for, to your point, a fourth iPhone, that different variation. Clearly, there's a place for the base model. Clearly, there's a place for an even baser model with the E line, right?
Clearly, there's a place for 2 Pro models with different sizes. Clearly, there's a place for, a foldable phone, but Apple seems to believe there's a place for another phone variation. And so far, we haven't seen that sell very well. The iPhone mini was not a commercial success. The iPhone Plus, these generations of Plus phones in the more recent years were not a commercial success. So they've tried smaller, they've tried bigger. Now they're trying thinner, right? I think that it's going to be heavily marketed. It's going to be pretty cool. Some people are going to like it, but as of now, I feel like there's far too many drawbacks. The camera technology on there is going to be inferior to the rest of the iPhone line, even the base model iPhone, right? The battery is going to be very inferior to the base model iPhone and the Pro iPhones. And so that is going to be a drawback for many people. And so I personally don't anticipate that the Air is going to be a long-term thing either. I look at the Air phone very much as a stepping stone. The technologies in there are what are going to enable thinner Pro iPhones down the road, as well as the foldable iPhone. The foldable iPhone is going to be like 2 of the Airs side by side. And so a little bit thinner, maybe a millimeter or 2 shaved off of that as well. So I think there's going to be some cool use cases for it, but I don't see it being a smash hit by any means, especially for the price, probably between $900 and $1,000. It's not going to be as practical as saving a few $100 and going a little bit lower end, branding wise, not performance wise, and going another couple $100 for something that's exponentially better. The question is, are people willing to pay for a worse phone, pay more for it for a worse phone just because it's super sleek and thin? And I think some people, yes, I think it will do well in some parts of the world, particularly China. But at the same time, I think that it's not going to be a major success for Apple. And I don't think they're under the impression that it'll be either. I don't feel your enthusiasm around the iPhone Air. I can't wait to try it out. I can't wait to hold it in my hand, but I can't wait to not buy it. So it's going to be cool, but I don't think it's going to be a major seller. Samsung rolled out their S25 Edge a few months ago, and that hasn't done very well either. Most consumers are going towards the main 25 series because the 25 Edge is cool and all. It's very thin, but the battery life and the specifications are quite measly compared to what you get for a phone that's even less expensive. Apple filed a patent for a computer product with all 6 sides made of glass. Do you think this will be the 20th anniversary iPhone? Could it be the 20th anniversary iPhone? 20th anniversary iPhone is called the Glass Wing internally. It makes a lot of use of curved glass. I don't know if that patent is equivalent to what Apple will be rolling out 2 years from now, but it's going to be a redesigned form factor. I guess the big question is, if you buy the foldable phone next year, which phone are you getting the year after? Are you going to stick to the foldables, or are you going to get that 20th anniversary phone? So that'll be a fun conundrum for the most faithful of the Apple faithful. So me, I'll probably stick to the foldable. I really like the form factor. Okay. We already knew that there were huge price differences for Apple products depending on what country you buy them from because of local tariffs. Until now, the best prices were most of the time in the US. With the new tariffs, is that over? And do you expect many Americans to take advantage of traveling abroad in Europe and maybe in France to buy the iPhones soon? I think to a pretty significant degree that the price increase concerns for the iPhone have been overblown. I think a lot of the price increase concerns stemmed from people lying to the market about how Apple's going to have to shift iPhone production or final assembly stateside, right? Which obviously would incur more costs because it's much more expensive to produce items in the US than it is in Asia overseas and then to ship it over. So I think the price increases will be, depending on the person, quite negligible. If you buy the phones on installment plans, it'll essentially be eaten out of the cost of the monthly payment. I would imagine that the price increases are going to be anywhere between $50 and
$200 on the very high end of the range. I think this idea that iPhones are going to start to cost $500 more, $1,000 more, $300 more, I don't think that's going to be the case. And I wouldn't anticipate an influx of people going internationally to try to save money, because I think that if Apple does price increases in the US, you may see some marginal changes internationally as well. But I wouldn't say price increases to a gigantic degree, as I said a minute ago, are a given. I think they're going to be on the slimmer side. And if you factor in what that means on installment plans, I would venture to say that the installment changes on a monthly basis will be anywhere between $3 and $12 a month, depending on the device, depending on the storage capacity, depending on the configuration, screen size, etc. So, for a lot of people, it's going to be a bigger payment. But I think most people who are already willing to spend $1,000, $1,200, $1,300, $100 US plus on a phone, I think it's going to be quite marginal and maybe even negligible. September keynote means Apple Watch, of course. So anything special coming to the Watch Series 11 or Ultra 3? What else do you expect to be announced? Yeah. AirPods Pro 3, new Apple TV, and what about the Vision Pro upgrade? Could it be shown in a few days? There's a lot coming this fall other than the phones. You'll see the new Apple Watches. And to answer your question, I think the highlight upgrades will be on the Apple Watch SE. I think those will come in multiple screen variations now, so expanding the low-end watch portfolio. The Apple Watch Ultra will get a new screen to match the screen and the chipset on the Apple Watch Series 10, getting that little upgrade there. I don't anticipate significant changes on the Apple Watch Series 11, because last year, externally it doesn't look like that big of an overhaul, but internally that thing was considered like a iPhone 10 moment for the Apple Watch, or Watch 10 moment, so to speak. A few other things in the pipeline for this year. There's the refresh to the HomePod Mini with a new chipset, Apple TV new chipset. There are new AirPods Pro coming. I wrote several months ago they're working on a new pair with heart rate monitoring. There's like the Beats, the new Power Beats 2. There's also, this is not this year, this is several months out, the AirPods Pro with cameras. It's another generation or two that is for AI purposes. Then the Vision Pro refresh with the new processor and the updated strap, as well as an upgraded neural engine for, more AI tasks and real-time artificial intelligence. So there's a lot coming. And then you go into next year, iPhone 17e. By the way, this year there's also the iPad Pro M5. Next year you've got the iPhone 17e, you've got the M5 Pro and Max, MacBook Pros. You got the Mac external monitor, the first Mac external monitor refresh in 3-4 years. So the next several months are pretty chock full. And then you get into the pipeline for the tail end of 26 through 27 and 28. There's a lot of stuff. The one thing we didn't talk about is the HomePod with a screen. That's coming in the first half of next year. It's not very big. It's like a square 6 to 7 inch screen, but it has a very cool interface. You walk up to it. It changes based on the person who walks up to it. Control things like your thermostat, your smart home, video conferencing, and what have you. I think it's going to be a nice little gadget that sets the stage for more in the future. This HomePod with a screen, is it what we also hear about as the Apple Hub? Yes. Is it the same product? Yeah, like HomePod with a screen, HomePad, smart display, whatever you want to call it. That sets the stage for a range of new Apple Home devices. There's going to be Apple Home security cameras to compete with Amazon Ring and Google Nest and Roku and Blink and you name it. There's going to be a new home security ecosystem, software, hardware. They're doing work to improve HomeKit doorbells. There's the video conferencing system that's going to be in the smart displays. You'll be able to put those on your wall, or there'll be a desk mount. And then the other thing is the tabletop robotics device, which is it's a similar display to the one on the HomePod with a screen, but that's going to be on a robotic arm so it can move around in space. And I think that's going to be a pretty cool product, but that's going to be at least, I would say, 1.5 to 2 years out. What the interest of having a robotic arm with a screen at the end of it? How do you see the use case?
The use case is that it can follow you around in a room. Like if you're doing something and you want its attention, it can come closer to you. It's just a cool AI use case, movement in space. If you want to follow around the room while you're on a FaceTime call. But yeah, to tell you the truth, it's just like, Amazon has tried this years ago. They had an Echo on a robotic actuator, but it went left and right. The Apple one will be full degree of motion. So we can go up, down, side to side, twist, turn, rotate, etc. Is that innovation? Sure. Is that a game changer? Maybe. But is it something that's like, oh, I need to have that? Maybe not. I don't think there's ever going to be a sales engine replacement for Apple for the iPhone. The iPhone will always remain center. It's just about piling up as many smaller bets around the iPhone as possible. From a sales standpoint, the Vision Pro has been a failure. So it's about figuring out some things that are not failures to build around the moat that is the phone. Mark, the Vision Pro, how do you see the next step? The Vision Pro 2, a real Pro follow-up, and another headset much cheaper, maybe, and then the glasses. Apple is under a lot of pressure because of Meta success with Ray-Ban and Oakley. How much time do they have to react? Well, I think we're at a point where it's like, do you even make a new Vision Pro? The thing is just such a failure from a commercial standpoint. It has some cool enterprise use cases. I was talking to someone earlier today about the medical use cases, but from a consumer standpoint, there's just not a whole lot to do with it, as cool as the device is. And, I love it when I use it, but I don't love putting it on and getting into the flow of things. And there's very little immersive video, as we've talked about as well prior. The focus right now is on the smart glasses, the non-AR smart glasses. That'll be out in a year and a half from now. That's going to be a big deal. That's going to let Apple compete with Meta. But Apple is so behind in the smart glasses. It's like, can they even catch up at this point? I think to some degree, yes, because they really put a block on what people with third-party smart glasses are able to do in the iPhone ecosystem. The other thing to note is this cheaper and lighter Vision device coming 2 years from now. Let's see what happens with that, how much more capable and how much lighter it is. And then I think they go from there. So it's about getting these glasses to market. It's about getting this Vision Pro refresh to market in a few weeks now. And then it's about seeing that cheaper and lighter Vision device in 2 years and then going from there. But I think the future of a very high-end Vision Pro headset, I think that's very much in the air. About Apple Intelligence, Mark, everyone says that Apple is late. Yes. Is that your feeling? Yes. And is it real or not? Yeah, of course they were late. They were 2 years late compared to everyone else. And Apple Intelligence is, at least here in the US, it doesn't perform very well. People don't really use it. It's been a waste. What people want from an AI assistant is like a Siri on steroids. And we're certainly waiting for that. And, Siri will get better with this new gen version coming out April, May of next year. But it's going to be quite a while before you have sort of this always-on co-pilot-like assistant. I think that's going to be at least another year, 2 years away. So they've got quite a little bit of work to get done here. Can Apple take back the advantage, Mark, on AI without buying a pure player to gain years of research and learning? We all know about the deal with OpenAI about ChatGPT, but since there has been several rumors, Perplexity, Mistral AI, does Apple really intend to buy the French startup? And the last piece comes from you with a project between Apple and Google about Gemini. What is in stake and what do you think will happen for real? The whole company is at stake, if you ask me. I mean, AI is the future. It's here now, and Apple needs to be all in on it. They need a major partnership or partnerships or a major acquisition to get things on track. My belief is that they will make major partnerships and they will make major acquisitions. And that will help them get things on the right foot. The problem is that AI is moving at the speed of light. And so they got to move quickly or they're going to be lapped and lapped and lapped again like a race car. They're in very bad position right now, but their ecosystem is so strong that if they get things working, I think they'll be able to catch up within a few years pretty quickly. I believe they're going to partner with Anthropic for parts of the new Siri, and I think there's a chance they'll partner with Gemini for parts of the new Siri as well. They looked very closely at Perplexity.
because I wrote a few weeks ago that they're building a new ChatGPT-like search product. And I think owning Perplexity and some of they don't have models, but some of their algorithmic technology and some of their, engineering staff and whatnot could have been sort of the core of building an Apple search engine to either compete or replace with Google. And then I think the other one that they've taken a close look at is, to your point, is Mistral. That would be a very hard acquisition to make because of the European Union guidelines, but perhaps there's a way. I don't think anything is imminent, but certainly they've taken a very hard look at both Mistral and Perplexity. How bad is the degradation of the climate internally at Apple because of all the turmoil around Apple Intelligence? I don't think it's had that much of an impact or it's that bad. I mean, truth be told, there's a lot of excitement about the product portfolio and pipeline. So I think people are pretty focused on that. And there's optimism, if you're drinking the Apple Kool-Aid, that if they make the right partnerships and acquisitions, things will get turned around. But they have to make the right acquisitions and partnerships to get things turned around. Two last topics, Mark. Yes. First one, the MacBook with an iPhone processor. The price tag could be incredible, below $700, maybe below $600. What is the reality of this project? And can it be a game changer in the computer industry? If Apple releases a $600 laptop, I think it would be a game changer, but I don't think they're going to release a $600 laptop. Maybe it'll be $800, maybe it'll be $700, but $500 to $600, I think is, if you think about what the price is of an iPad plus a keyboard, I think that's just ultra aggressive. Maybe they'll do it. Maybe they will. It would be a massive success. It would turn the laptop industry on its head. Schools would be buying them in bulk. It would be a game changer, I think, for the companies as well to some extent. So let's see if they do it. I think that'd be very exciting. I wouldn't buy one, but there's certainly a lot of people who would. Tim Cook turns 60 on November 1st. He said in April 2021 that he would not stay 10 more years at Apple, probably. If you had to bet $10 on a year and date, what would be your choice? In terms of being CEO, I think he'll be CEO until 2030. Maybe 2031. Est-ce que la réélection de Donald Trump? Yeah. I think he would want the full 20 years. I think he'll get the 20 years. Did Donald Trump re-election change his plans and delay his retirement date plans? I don't think so. I think that, he's got Bob Iger, Jamie Dimon like staying power. He has little else other than, Apple. He's fully committed. I think he's really hitting his stride right now. I mean, the product portfolio and pipeline is going to be strong. He's got to deal with the tariff situation. I think this AI situation is a challenge. I think figuring out a long-term future for the company beyond the iPhone is something that he's going to need to put a lot of work in. And he doesn't have a series of obvious successors either. So I think you're going to see the company rebuilt around him over the next 5-7 years. It's going to be exciting. About the next CEO, John Ternus. John Ternus is still your favorite, your top pick. I don't know if he's my favorite, but I think he's what Apple ultimately land on. I think they have few other choices, and I don't think he would be a bad choice at all. What about a woman? Woman would be great, but if you look at the pipeline of executives, you have Deirdre O'Brien, who's really the only female option there. She could certainly do it, and I think she'd be a great CEO and be extremely effective. Thank you so much, Mark, for this outstanding moment, as always, with you on iWeek. In a minute, I'll be joined by the team to debrief what you just said with us. I wish you a wonderful end of summer, a September full of breaking news, as always. Thank you. And we look forward already to welcoming you again on iWeek. Thank you. Let's keep in touch. Please. Bye, Mark. Yes, sir.